Cette émission vous est présentée par Decathlon. Top 10 all time. C'est lundi. Oui monsieur. Eh oui, on avance dans les lundis. Yes sir. Petit top 10. Ouh là là. Encore dans les canapes. Aïe. Ouais, j'ai mal. Ah, et puis c'est pas le bon moment. Hein. Puis alors là, c'est pas le bon moment. Aïe 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 aïe. Quel thème incroyable qu'on est prêt à débouler avec vous sur ce lundi de l'an de grâce 2025. On espère que vous allez bien, que l'année démarre fort. Alex a mis un pull des Celtics, Bibi un pull des Warriors. On risque de parler de ces franchises. Nous sommes sur un top 10 all-time et pas actuel, des blessures qui changent l'histoire. On va tout vous expliquer. Comme d'habitude, on espère que vous allez bien. On fait une semaine sur deux un top 10 actuel et une semaine sur deux un top 10 all-time. La semaine dernière, on s'est bien marré avec les contrats. Ouais, bah bien, impeccable. Un top 10 objectif, un top 10 plein de bonne humeur et de bonnes vibes. Pour Alex, surtout. Voilà, exactement, tout à fait. Et là, cette semaine, bon, c'est pas les bonnes vibes. Enfin, je veux dire, on va parler de blessures, mais malheureusement, ça fait partie du sport de haut niveau. C'est ça. Malheureusement, c'est pas quelque chose que les joueurs peuvent contrôler, Non. ni les coachs, ni personne d'ailleurs, Les fans. ni les fans. Et malheureusement, ces blessures, parfois, elles arrivent dans des timings tellement dégueulasses qu'elles changent l'histoire. Exactement. En gros. Donc, vous le savez, on a déjà fait des enquêtes Trash Talk, on a déjà fait des what if, on a fait plein de choses, mais là vraiment on voulait se focus sur ces blessures. On n'est pas en train de dire qu'on va faire un top 10 des blessures les plus dégueulasses de tous les Non, temps. Soyons pas du très tout. clairs, on va faire vraiment l'explication T'as de des cette blessures thématique. très anodines qui tombent vraiment au mauvais moment. Exactement, et donc discutons tout de suite de la thématique de ce top 10 all time, puisqu'on a hâte d'avoir vos commentaires, notamment votre classement, ce qui vous vient tout de suite en tête, et puis en fonction de la franchise aussi que vous supportez, ou des joueurs que vous adorez, ou de la génération aussi dont vous faites partie, Ouais. il y a des blessures qui vous ont marqué un peu plus. Parce que vous vous en souvenez de ce moment qui avait l'air anodin comme ça, mais après a des impacts, Alex, et des répercussions énormes sur peut-être parfois les carrières de joueurs, les trajectoires de franchise, et même sur les palmarès de l'histoire de la NBA. Parfois, ça a de l'impact tout de suite. Eh Tout ouais. de suite, ça change tout de suite. En une blessure, en play-off et tout. Il y a pas mal de blessures en play-off, moi dans mon classement évidemment. Parfois, c'est effectivement comme tu viens de le dire, ça change la carrière. Ça change la carrière d'un gars. En fait, dans mon top 10, oui, j'ai deux blessures qui n'ont pas impacté trop négativement et qui n'ont même pas impacté négativement du tout la carrière en elle-même du mec blessé, qui ont plutôt donné un impact positif soit à d'autres joueurs, soit à la franchise. Et Ok. quelque part, elles ont un peu changé l'histoire. Ok. Mais j'en ai que deux. Les 8 autres blessures de mon top 10 sont des blessures où t'es dégoûté pour le gars qui se blesse à ce moment-là et son équipe et les résultats et machin et tout. Voilà, Normal. voilà l'ambiance. C'est normal. Donc vous pouvez prendre de tout, hein. Récemment ce que vous avez pu vivre. Parfois c'est des trucs de saison régulière, parfois Ouais, c'est moi des je trucs de suis dans playoff. pas mal d'époques différentes, moi par contre. Il y a J'ai de un peu tout, J'ai pareil. un peu de tout. Ah oui, bien sûr. Et puis on va parler de certaines légendes ou des joueurs qui auraient pu être des légendes. Ça aussi, ça peut exister. Donc voilà, prenez tous ces éléments en considération. On ne va pas montrer d'images atroces. On va surtout parler et raconter des histoires. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai très hâte de faire ce top 10. Je t'en avais parlé. C'était une thématique où on a beaucoup de choses à raconter parce que souvent on est sur le terrain et on essaie de revenir sur les impacts de certains joueurs et des noms reviennent. Mais là, je pense qu'on va aussi parler de certains qu'on n'a pas trop l'habitude de mentionner. Ouais, bien sûr. Et aussi de contexte et d'années et de franchises qui sont parfois un peu sous-médiatisés. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments dont tu as envie de parler en termes de thématique et de la façon dont tu as préparé ce sujet ? Ou ça va ? Non, je pense qu'on est pas mal. Les gens ont bien compris le délire, les critères. Après, les critères, là, on va les expliquer aussi au fur et à mesure parce qu'en fait, tu as des contextes très différents. Donc, c'est beaucoup. Bah ouais. Franchement, moi, critère numéro 1, le contexte et qu'est-ce que ça donne, soit direct dans la foulée ou dans le futur. C'est ça. Ça, c'est le contexte, c'est le critère numéro 1. C'est même pas la gravité de la blessure. Non. J'ai assez haut dans mes 10, j'ai des blessures graves, mais j'ai aussi assez haut dans mes 10, j'ai des blessures. Bon, le gars, il s'en est très bien remis. La saison d'après, il était là, mais la blessure, en fait, elle schlingue. Exactement. Non, mais il y en a plein. Hein. Il y en a plein avec tous les impacts que ça peut avoir, à la fois sur le joueur et aussi la trajectoire, c'est-à-dire qui a été champion NBA à la place, ou est-ce que quand on revient en arrière, on se dit « Ah, mais s'il n'y avait pas eu ça au MG, ça aurait été incroyable ». Alors, on peut refaire plein de scénarios, mais c'est vrai que plus on avance, plus on essaie de se baser aussi sur des choses qui étaient prévisibles, quoi. Tu peux pas juste te dire « Ah bah lui, il a joué que une saison et en fait, on savait que ça allait être une superstar ». C'est difficile pour moi qu'il soit très très haut dans les classements. Oui, ça, je suis d'accord. Quand c'est comme ça. Je suis d'accord. Bien évidemment, on a très hâte d'avoir vos ressentis. On va parler de notre évidemment sponsor du lundi, mon cher Alex. Exactement. Nous Nos amis. sommes
évidemment avec les poteaux de Decathlon. Et comme on l'a dit la semaine dernière, dans quelques jours, le 16, Alex, on sera où ? On sera chez Decathlon dans le magasin de Montreuil. Absolument. Pour dédicacer du livre équipe de France dans un beau décor, alors qui ne sera pas le décor de nos suites là, qui sera un décor Spurs Limited Edition que Bastien vous met là tout de suite à l'écran. Aux couleurs Fiesta, enfin du noir avec des couleurs Fiesta, voilà les fameuses là, on voit bien l'éperon en magnifique. Bleu. Voilà, il y a du short, il y a du sweat, il y a de la chaussure aussi si je dis pas de bêtises. Voilà les chaussures, les Fast 900 en basse là. Donc voilà, ça vient de sortir, c'est dispo et ce sera un peu comment dire un Decathlon X Trash Talk, livre équipe de France, collection Spurs Limited Edition. Le 16 janvier, c'est un jeudi de 17h à 19h. C'est ce jeudi, tout à fait. Exactement. Donc n'hésitez pas à venir 17h-19h, Decathlon de Montreuil. Bien évidemment, pourquoi on parle des Spurs. Je sais pas s'ils seront en top 10, on verra. Il y a peut-être de la mention de certains joueurs qui peuvent être un petit peu des blessures. On va parler d'eux. Mais évidemment, on est à une semaine des NBA Paris Games, donc c'est aussi pour ça qu'on est là. Rendez-vous ce jeudi chez nos amis de Decathlon. Vous allez dans le premier lien, notamment de l'escroc, vous pouvez retrouver la collection Lifestyle et évidemment ce qui se passe avec la Spurs Limited Edition. C'est bien. On a des tablettes. Tu as ta tablette ? Ouais. Les fameuses tablettes d'ici. Puisque après on va reprendre dans les poufs, comme on l'a dit. Au moment où je vous parle, je suis en train je suis bientôt en train de prendre mon avion là, de Boston. Faut voir ce qui se passe. On mange le lundi. Ah, on mange, ouais. Et le lundi, lorsque vous êtes avec nous à midi, eh bien forcément on se pose la question protocolaire, mesdames et messieurs. Alex, qu'est-ce qu'on mange ? Mange taille, wok de légumes sautés avec des petits vermicelles de riz là. J'aime bien ça, c'est bon. C'est très sain bien. En plus, c'est bon. Magnifique. Voilà. Eh bien, pour tous mes fans de cookies, évidemment, puisque au moment où je vous parle, je suis à New York, comment ne pas se faire une régalade de cookies levain. Donc voilà, pas du tout de salé pour ce déjeuner. On va faire ça bien à l'américaine, avec un gros verre de lait et des cookies levain. Si vous connaissez les cookies levain, vous savez de quoi on parle. Si vous ne les connaissez pas, vous manquez quelque chose dans votre vie. N'hésitez pas à aller en bouffer, c'est extraordinaire. On souhaite bon appétit aux personnes qui sont avec nous. On aime bien démarrer souvent par des mentions honorables. Oui. Des joueurs qui n'ont pas craqué le 10 et tu te dis non mais Bastien il va pas le mettre lui, tranquille, je peux le mentionner quand même. Moi j'en ai des tranquilles, des mentions honorables normalement. Mention honorable, moi j'en ai une. Vas-y. Ça, je savais pas quoi en faire trop, je savais pas trop comment l'appréhender. La cheville de Kawhi Leonard en 2017. Zaza ? Oui. Pas dans les 10. Non. Pas dans les 10. Toi non plus ? Pas dans les 10. Ah bon ? Non, pas dans les 10. Ah bah tu vois, Non, je m'attendais à ce que tu me fasses des gros yeux en mode et qu'on rigole un peu quoi. Non. On rigole même pas alors. Ah si, on va pouvoir rigoler, mais c'est, je te cache pas que c'est 11e. Hein. Ah oui, non, bah, c'est une mention. Voilà, c'est une mention, hein, la fameuse blessure avec le Zaza close-out quoi. Alors, on est au Game 1 des finales de conf. Finale de conf. On oublie que cette année-là, il y a les Warriors qui reviennent de leur saison en 73 wins. Ils en ont 67, hein, donc c'est des Warriors qui ont ajouté Kevin Durant, donc c'est des Warriors un petit peu sérieux. On est en finale de conf, ils ont tabassé tout le monde avant et tout. Les Spurs, on oublie, ils avaient 61 victoires. Donc c'était la deuxième meilleure équipe. En fait, les deux meilleures équipes de la NBA étaient à l'Ouest. Grosse surprise cette année-là. Et donc, changer. On a la finale de conf logique à l'Ouest pour le coup, le premier contre le deuxième, tout ça. Et au Game 1, Kawhi est sale. Les Spurs tactiquement dominent les Warriors, vraiment, faut le dire. C'est pas compliqué. Au moment où Kawhi se blesse, je suis allé me regarder ça un peu de plus près. Il y a plus 22. Il y a plus 20. Voilà. Ouais. Les Spurs sont en train de la mettre aux Warriors à domicile. Ouais. Donc, c'est très violent. Il y a là, comme on voit sur cette magnifique image, t'as montré l'image ou pas ? Ouais, mais ça me fait mal. Voilà, le pied de Zaza qui s'avance, la cheville de Kawhi qui retombe assez lourdement et elle tourne. Pop, déjounté, Manu. Voilà, déjouté, Manu derrière et tout. On voit Pop là un peu dans le fond. La cheville de Kawhi tourne, il rejouera pas. Hein. Non, en fait, il était déjà blessé à la base. Exactement, tout à fait. Il était déjà un peu mal en point. Il rejouera pas. Il aura joué que 24 minutes ou c'est ça environ dans cette série. Il avait déjà 26 points, 8 rebonds en 24 minutes. C'était un petit peu costaud. Avec Aldridge et tout, tu sentais que ça pouvait. Les Warriors vont gagner à l'arraché ce Game 1, c'est-à-dire qu'ils vont refaire leur retard, ils vont faire un gros comeback, ils vont gagner à l'arraché ce Game 1 et derrière c'est un sweep. Hein. C'est assez violent. Le meilleur joueur de la série est pas là. Ouais. Le truc 2017, moi, qui me fait pas rentrer dans les 10, parce qu'il y a sûrement des fans des Spurs qui vont pas du tout être d'accord avec nous. Moi, ça me fait pas rentrer dans les 10 parce que
faut rester calme quand même. Je pense que ces Warriors avec Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green, Stephen Curry et compagnie et Zaza Pachulia auraient pu, même en perdant ce Game 1, en se faisant balancer de 20 points dans la bouche, auraient pu gagner cette série. Ils en étaient favoris de cette série. Enfin, donc du coup, c'est un peu compliqué de refaire complètement l'histoire, surtout qu'en plus, on est entre guillemets que en demi de conf. La même en finale de conf, pardon. La même en finale NBA, je l'aurais peut-être rentré dans mes 10. Bien sûr, il y aura j'aurais dit, putain, il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus d'obstacle. T'es à 3 matchs du titre. Là, t'es pas à 3 matchs du titre. Enfin, tu vois, voilà. C'est ce qui fait que c'est pas rentré dans mes 10 non plus, malgré toute. C'était à la bataille avec une autre blessure qui, entre guillemets, ressemble un peu en termes de contexte avec moi. On verra. Ce n'est pas rentré dans mes 10, Zaza, notamment pour ce que tu as dit. C'est attention, hein, ok, il y a sweep, mais c'était les Warriors quand même de garçons qui voulaient aller chercher le titre pour Kevin Durant. Donc, le fait qu'il y ait sweep derrière montre que. Non, il y avait quand même une domination claire de Golden State. Juste sur le premier match, en effet, il y avait plus 20. Mais c'est beaucoup de what if. Moi, ce qui m'a surtout marqué avec cette blessure, c'est que Grepovic a complètement pété un plomb. Qu'il a dit, vous savez, chez nous, pour ça, dans le Texas, tu peux avoir la peine de mort. Après, il y a eu des menaces de mort pour Zaza Pachulia. Enfin, c'était assez atroce. Donc voilà. Mais c'est devenu un petit peu une Zaza rule. Le close-out ensuite, il y a commencé à avoir davantage de règles implantées en NBA sur attention à l'atterrissage des joueurs. C'est devenu un peu une Zaza rule. Elle ne s'appelle pas la Zaza rule, mais parce que ça aurait pu être la Bruce Bowen rule aussi, celle-ci. Très spécialiste du genre. La Jalen Rose rule. Ouais, tout à fait. Mais bon, obligé de le placer en mention. J'en ai une, moins de mention. Je ne pense pas que tu. Non, je pense que c'est sûr tu l'as pas, mais c'est juste pour un petit clin d'œil à nos amis les Bulls. Regarde-les les fans des Bulls. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'en ai perdu 150. Non, je voulais juste faire un clin d'œil à monsieur Jay Williams au début des années 2000, qui était un rookie absolument extraordinaire, débarqué de NCAA avec Duke à l'époque, avec Shane Battier et compagnie. C'est simple, vous prenez le meilleur joueur de NCAA, il est drafté en 2 derrière Yao Ming, il va démarrer notamment convenablement avec les Bulls. Certes, c'est pas le rookie de l'année, mais tu vois et tu sens le potentiel énorme de ce joueur. Le premier été de sa première saison, il fait de la moto sans casque, sans permis. Fin de carrière. Et je sais, mais c'est une mention honorable. Passez votre permis. Ouais, vous faites pas de moto, juste. Il y a aussi ça comme option. Mais j'étais juste obligé de faire un clin d'œil parce que moi, quand je commençais à connaître la NBA un petit peu au début des années 2000, pour moi, Jay Williams, c'était genre, c'était l'arrivée de Zion en NBA. Jay Williams, c'était un prospect de malade. Il avait tous les trophées possibles. Il avait été champion NCAA, il avait été Naismith Player of the Year, il y avait la totale. Et quand j'ai vu ça, fin de carrière. Donc, fin de carrière pour lui. Les Bulls derrière, les années 2000. C'était pas non plus extraordinaire, il sortait déjà de 4 ans de merde de dope, c'était la pire équipe de la conférence Est post-Jordan, donc tu devais essayer de te faire avec Ron Artest et Elton Brand pour te faire un bout d'histoire, mais voilà, c'était un petit peu une de ces blessures qui change une courte histoire, mais évidemment que ça fait pas partie du top 10, Jay Williams en mention honorable. On rentre dans les 10 ou pas? Franchement. J'ai encore une petite mention. Ok, j'en ai une aussi. Fais gaffe. Ça. Attention. La blessure de Pat Ewing en finale de conf contre les Pacers en 99 est une mention honorable. Non pas que je pense, c'est pour ça qu'elle rentre pas dans mes 10, non pas que je pense qu'avec Pat Ewing ils auraient battu les Spurs, encore que ça aurait déjà été une résistance quand même assez différente, quand même, t'aurais une raquette un peu plus costaud, dis donc, il s'est regardé. On aurait pété la gueule à Pat Ewing quand même, c'est un mec sérieux. C'est plus genre, ça a changé l'histoire dans le sens où cette blessure a obligé les Knicks à jouer différemment. Ça a créé un moment magique au Madison Square Garden au Game 4 grâce à Larry Johnson face aux Pacers. Ils se sont qualifiés quand même en finale NBA face à les Pacers et les Knicks, ça se kiffe pas des masses quand même. Je te confirme. Ils se qualifient quand même et derrière, t'es obligé de jouer les finales sans... Alors il était vieillissant, Pat Ewing, mais pas forcément tellement plus que David Robinson. Enfin tu vois, voilà, il aurait quand même pesé dans ces finales, il aurait quand même posé autrement des problèmes à la raquette, à l'énorme raquette des Spurs. Enfin toi, ça aurait été une autre chanson, 4-2, voilà. Évidemment. Et surtout, il y a un côté historique, c'est que Pat Ewing, qui est un des plus grands joueurs de tous les temps, je sais plus combien on l'a mis dans notre top 100, mais on a top dû 40. Mettre top 30, 35. Je pense que 35 quand même. Hein. Ouais, top 40. Au moins top 40, mais enfin c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps quand même pour beaucoup de gens, la plupart des gens. Un joueur qui représente New York. Il a dû regarder les finales NBA depuis le banc alors qu'il aurait pu participer à cause d'une sale blessure au mauvais moment. Donc déjà la finale aurait eu une autre gueule. Déjà.
hein, parce que Pat Ewing face à Tim Duncan et David Robinson, perso, j'achète mon billet. Barbecue chicken. J'aime bien. Et deuxièmement, pour un joueur aussi historique et quand même une grande franchise comme ça, qui a déjà des bagues, qui a déjà des bannières, les Knicks, mais quand même. Ah, bien C'est sûr. une blessure qu'on n'en parle pas si souvent que ça. Le mec se blesse, c'est merdique, quoi. C'est Patrick Ewing, quoi. Ça, ouais. Il n'y a pas plus représentatif que Patrick Ewing que cette blessure. Donc voilà. On est Je d'accord. pense qu'elle est importante à être notée. Pas de spoiler, je te pose juste la question, est-ce que t'as un Kareem Abdul-Jabbar qui se blesse et ensuite Magic Oui. C'est dans tes 10? Ah oui. Ok. Ah oui. Bien sûr que c'est dans mes 10. Ok. Ah ouais. Oui. Ouais. Après, on va, Bah oui, on va, bah on voilà, va, on va voilà, en c'est parler. ça. Ça va sur le curseur de... Ça bouleverse l'histoire, on verra. Quand même. Bon, on va rentrer en 10. Bouleverse, c'est pas le mot, mais ça y est. Donc ça fait pas les parties des 10. Exactement. Allez, on va rentrer un numéro 10, Alex, du classement. Ouais, tout à fait. Allez, c'est parti. Merde, faut que je cherche mon crayon. Donc là, tu peux écrire ce que tu veux. Hein. Tu peux écrire le joueur, la blessure, l'année. Moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai pris plein d'éléments. Willis Reed pour Alex et moi j'ai mis monsieur Greg Oden en 10 2007 au genou. J'ai bien évidemment monsieur Willis Reed dans mon top 10. Blessure positive, elle faisait partie de mes 2 blessures entre guillemets positives. Hein. Je cherche mes petites notes. Voilà. Blessure positive parce que les Knicks sont champions c'est 1970, hein, la blessure de Willis Reed. Il se blesse au Game 5. C'est une finale contre les Lakers de Will Chamberlain, Jerry West et tout. Jerry West qui a pas de bague à l'époque. Hein. Non, il vient juste d'être MVP des finales d'une finale perdue. Voilà, il y a Elgin Baylor aussi. Bref, voilà, il y a des très très beaux noms côté Lakers en face. Il se blesse au Game 5 alors que les Knicks gagnent quand même ce Game 5 et mènent 3-2. Il peut pas jouer le Game 6. Les Lakers reviennent à 3-3. Et donc tu as un Game 7 crucial. Los Angeles, les Lakers ont déjà des bagues, des bannières au plafond qu'ils ont eu avec les Minneapolis, si je dis pas de bêtises. Je crois pas qu'il y a eu de bague à Los Angeles. Non, je crois pas. Peut-être que je me trompe, non, mais je crois pas. À l'époque, je crois pas. Non, c'est Minneapolis Lakers. Ouais. Et les Knicks, eux, n'ont pas de bannière au plafond. En 70, hein. Là pour le coup je suis formel. Et il y a un Game 7 au Madison Square Garden. Je sais pas, mettez-vous dans l'ambiance les fans des Knicks, imaginez un Game 7 de finale NBA au Madison Square Garden. Et tu sais pas si ton capitaine, c'est 48 ans. Tu sais pas si ton capitaine, ton joueur emblématique et tout, franchement il est tout aussi comparable, même si Brunson, mais il y a pas de Willis Reed aujourd'hui, je pense chez les Knicks, voilà. Il est blessé au mollet, il a une grosse déchirure au mollet, ça parle d'une déchirure de 10 cm et tout, faut voir les coupures de journaux de l'époque, c'est un truc de malade. Pépère, il a été MVP de saison régulière. Hein. Il est MVP, bien sûr, de la saison régulière, il sera même MVP des finales, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, voilà. Bon, ça, voilà. Il se fait injecter, je sais pas ce qu'il se fait injecter, je préfère même pas le savoir avant le match. L'aiguille fait plus de 20 cm. Un painkiller, comme ils disent, donc bonjour l'ambiance. En fait, il va pas du tout faire un grand Game 7. Willis Reed, il va prendre 2 tirs qu'il va mettre et puis il va pas non plus avoir un gros temps de jeu. Enfin bon, c'est pas c'est pas les stats. Le truc, c'est plutôt le storytelling, l'ambiance, le coup de théâtre. Willis Reed qui rentre. Là, Bastien vous met une image à l'écran, mais il y a aussi une petite vidéo. And Willis Reed. I think Willis Reed is coming. Ouais, voilà. Et là, t'as le Madison Square Garden qui se lève et qui l'acclame et tout. C'est le capitaine. C'est lui qui va insuffler un truc spécial à ces Knicks qui étaient déjà très spéciaux. Il va le dire d'ailleurs après le match, il va dire non, je pouvais pas ne pas jouer parce que j'aurais pas voulu dans le futur me dire peut-être que j'aurais pu essayer de jouer quand même malgré la blessure. Les mots sont peut-être pas les mots exacts là que je viens de citer, mais en gros c'est ça l'esprit de ce qu'il a voulu dire. Donc il y a un côté effet psychologique, il y a un côté exemple, le capitaine qui motive les troupes pour un Game 7. De toute façon il n'y a plus rien derrière, t'es au Game 7 des finales et tu mets tout dans la balance et ces Knicks dans le sillage mental de Willis Reed et technique et physique de Walt Frazier qui va envoyer je crois c'est 36 points et 19 passes ou une connerie comme ça. Et 7 interceptions. Et interception, non, rebond. Et 7 interceptions. 7 interceptions, mais il n'y a pas 10 rebonds, si c'est pas un triple-double. Bon bref. Je crois pas que c'est un triple-double. Non, c'est pas un triple-double, je dis de la merde. Mais bon, en tout cas, c'est extrêmement sale. Ouais. Et les Knicks vont gagner ce Game 7, donc cette blessure, elle a un impact
dur pour Willis Reed parce qu'il peut pas jouer le Game 6 et puis il est pas très en forme au Game 7, mais derrière il a transformé ça en impact positif. Et pourquoi je la mets là? Parce que oui, elle change l'histoire. C'est la première bannière des New York Knicks. C'est la première bannière des New York Knicks. Il y en aura une deuxième après, mais si ça se trouve, il n'y en aurait jamais eu. S'il n'y avait pas eu celle-là, on peut pas savoir. Donc l'histoire des Knicks ne serait pas la même avec ou sans cette blessure. C'est un truc de fou. Donc quand même. Jamais forcément. Ce sera dans mes 10, on va en reparler très très vite, parce que évidemment je les ai. Toi t'as mis quoi en 10 là? J'ai mis juste un petit clin d'œil à nos amis les Blazers de Greg Oden 2007 avec son genou. Certains veulent peut-être mettre plus du Brandon Roy, mais j'étais obligé d'avoir une mention globale parce que oui, certes, quand on regarde Greg Oden, juste la carrière, on peut se dire bon, super, les mecs ils ont loupé juste un gain double-double. Non, remettons le contexte complet. Les Blazers sont une franchise qui sont on the rise, très fort, notamment avec la présence d'un garçon dont Alex a déjà suffisamment parlé, qui s'appelle Brandon Roy, juste ici, qui est quand même un joueur de niveau All-Star, qui est en train de cartonner. Les Blazers de la fin des années 2000, c'est une franchise qui gagne 50 victoires détente. Mais détente, ça gagne 50 victoires, il y a Brandon Roy qui est en leader, tu sens qu'il y a un groupe qui se construit avec la Marcus Aldridge, et en fait tu ajoutes le numéro 1 de la draft, Greg Oden. Et c'est pas un simple numéro 1 de la draft, il est drafté devant Kevin Durant qui est en train de tout casser avec Texas, parce qu'on sent que c'est le second coming des grands pivots déjà défensifs et ensuite offensifs. C'est un monstre physique. On a des témoignages de Joakim Noah qu'il a affronté évidemment en finale NCAA qui dit franchement essayer de tenir un mur comme ça pendant 40 minutes et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais attends, Greg Oden c'était incroyable et donc du coup il arrive en NBA. Je me souviendrai toute ma vie de Greg Oden qui avant même d'être drafté est dans une bagnole en train de discuter avec Bill Russell et Bill Walton et Karim Abdul-Jabbar parce qu'ils disent mon gars you are next. Je veux dire le mec n'a pas mis un orteil en NBA qu'il est accompagné par les plus grandes légendes comme on l'avait vu avec Shaq et compagnie. Numéro 1 de la draft 2007. Malheureusement, la première année, elle est blanche. Pourquoi je mets 2007 et ce fameux genou? Parce qu'il y a plein de blessures qui vont suivre M. Greg Oden. Mais malheureusement, le point de départ, c'est que lorsqu'il se fait sa première blessure au genou et qu'il a signé son contrat rookie, il va avoir un travail de rééducation qui va être terrible. Il va se ramener, on va le comprendre par la suite, en surpoids. Et le staff médical des Blazers, souvent critiqué, va être plus que pointé du doigt parce qu'on voit que Greg Oden ne va jamais vraiment démarrer sa carrière. Donc dans le cours de l'histoire, lorsque tu as une franchise on the rise, avec un joueur All-Star exceptionnel comme Brandon Roy, avec la Marcus Aldridge, le parfait numéro 2, avec plein de petits soldats autour, tu vas avoir l'évolution ensuite de Nicolas Batum, Wes Matthews, etc. Et que tu as un pivot parfait, mais tu es obligé de te dire, mais les gars, dans le début des années 2010, c'est à nous, c'est pour nous. Les Blazers, dont on reparlera certainement dans cette vidéo, puisque lorsqu'on fait des top 10 de blessures, ils sont souvent pas loin, nos amis de Portland. Là, je suis obligé de mettre un petit clin d'œil en place numéro 10 parce que franchement, Greg Oden, moi je pense que ça aurait été un 14e choix de draft qui avait fait une bonne saison, bon pourquoi pas. C'est un numéro 1 de draft devant Kevin Durant qui se blesse. Et d'ailleurs, Portland, Walou. Non, mais je suis d'accord. Walou. Certains vont peut-être me mettre Brandon Roy. Je voulais faire un clin d'œil à monsieur Greg Oden parce que un numéro 1 de draft qui se blesse et derrière, les Blazers vont juste être mid. Désolé, voilà. Le seul highlight qu'on a, Alex vous l'a dit 157 fois, c'est le match face aux Mavs. Voilà. Merci Brandon Roy. Au revoir. Ciao. Bye. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autre accomplissement des Blazers. C'est uniquement ça. C'est basé sur les exploits d'un garçon et peut-être qu'on en reparlera de Brandon Roy ou pas. Je sais pas. Peut-être. Faut voir. Moi, ça va être assez vite en numéro 9. Qui est-ce que tu as mis, Alex, en numéro 9 ? Je vais t'écrire ça tout de suite. Ah là là, les blessures. Il y en a parfois, tu sais. Il y en a des sales. Ça fait très mal. Je me suis trompé. Je me suis pas trompé. Alors, Alex, tu t'es encore trompé ? 8, 9... Non. C'est bon, t'en as 10 ? Non, je me suis pas trompé. Sinon, tu peux un pro. Comment ? Sinon, tu peux un pro, t'en glisses une 10e. Ouais. Alors, la blessure de Adam Morrison. Je dis que j'allais être rapide sur le numéro 9 parce que j'ai Willis Reed en 1970. Isaiah 1988. Alors, très intéressant comme sujet. Quand même. Je fais juste rapide, évidemment, tu as été complet sur Willis Reed, comme tu l'as dit. C'est le mollet, mais je crois que c'est le mollet. Bon, enfin, on s'en fout. C'est marrant, il y a du mollet, il y a du cuisse, il y a un peu la totale. De toute façon, les infos sont pas d'une précision folle toujours. On est aux années 70, Alex a été très complet, allez vous renseigner là-dessus, on en a parlé plein de fois, et en effet, la phrase que dit Willis Reed par la suite, et qui est quand même devenu un symbole, c'est je ne voulais pas me regarder en arrière 20 ans plus tard et me dire que je n'avais pas participé à ce match. Que j'avais pas essayé de jouer. Exactement, ce sont les mots de Willis Reed, c'est absolument extraordinaire. Les Knicks remportent cette finale. Bon, j'ai été revoir d'ailleurs, c'est un beau blowout, sa mère. le Lakers-Knicks Game 7, l'arrivée de Willis Reed donne un impact. Il rentre ses 2 premiers shoots là, mais la première mi-temps, il y a genre 70-30. Genre les Knicks leur mettent une rouste à ces Lakers. Donc,
T'es obligé de l'inclure parce que tu te dis, est-ce qu'ils auraient été dans le même état de folie en fait, et d'abattage sans Willis Reed qui sort du corridor? C'est ça. C'est sûr que non. Donc c'est une blessure qui a changé l'histoire, c'est sûr. Alors tout un débat sur Isaiah Thomas, parce que j'ai hâte d'en parler avec toi, tu l'as mis en 9. Ouais. Je mets pas très haut, mais je le mets quand même dans mes 10. On a déjà parlé de cette blessure à plusieurs reprises. Bien sûr. Et les finales de 88, donc entre les Pistons et les Lakers, sont des finales absolument exceptionnelles, qui sont dispo pour la plupart des matchs. Tu peux voir en entier ou quasi tout ça sur YouTube, hein. Franchement, n'hésitez pas. C'est un autre basket que celui d'aujourd'hui, mais ça se regarde très 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 bien. T'as de la légende au mètre carré, hein. Il y a Magic Johnson, il y a encore Jabbar, il y a Bill Laimbeer, il y a Isaiah Thomas, il y a Joe Dumars, il y a James Worthy. Enfin, il y a vraiment beaucoup. Il y a du Byron Scott. 88, il doit être encore là. Ouais, hein. Bref, dans le match 6, Isaiah Thomas se blesse à la cheville. Il a très mal, il boite, ça se voit. Les Pistons menaient 3-2. Il va jouer quand même. Il va faire un quatrième quart sur une patte. C'est le troisième quart ? Troisième et quatrième, hein, les deux. Enfin, en gros. Ouais, le carton record, c'est le troisième. Ouais, c'est le carton record, mais le quatrième quart, il est encore là et tout sur une papate. Les Lakers vont gagner ce match d'1 point. Vont revenir à 3-3. Et ensuite, ils vont gagner le Game 7. Et les Pistons. Ce Game 7 de 88, ils le perdent de justesse. On peut discuter de la fin du match qui est chelou. Je me suis déjà foutu de la gueule de l'arbitrage avec le public qui rentre sur le terrain. Franchement, le chrono est pas tout à fait fini. Enfin bon, bref. C'est bon, t'inquiète, t'es caté, c'est fini. C'est bon. Bon, bref, voilà. C'est une autre époque, c'est une autre ambiance et tout. Mais quand tu vois ce match 7 de 88, au-delà même du Game 6 et de l'exploit d'Isaiah Thomas sur une cheville, tu peux vraiment te dire légitimement que dans un Game 7, dans ce type de Game 7, avec un Isaiah Thomas en pleine possession de ses moyens, bah ça aurait certainement été une autre chanson, puisqu'on était déjà sur des Lakers qui commençaient à vieillir et des Pistons qui avaient bien pris le pouvoir à l'Est. Donc ça se voit l'année suivante d'ailleurs. Exactement, et c'est pour ça que je la mets pas plus haut. Si les Pistons, ces bad boys là, n'avaient jamais fait de bague derrière, oh là 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 là, c'est podium. Ouais, bien sûr, ce serait 3. Là, bon... Je la mets en 9 parce que on parle quand même d'un joueur majeur, leader d'une équipe forte, qui se blesse au Game 6 des finales. Il est possible qu'on reparle de ce genre de contexte un peu plus loin, mais concrètement, cette blessure d'Isaiah Thomas, elle change plein de choses. Qu'en fait, c'est un back-to-back des Lakers. C'est quoi, ils auraient fait un 3-peat, les Bad Boys, alors? Non, mais peut-être pas, du coup. On pourrait se discuter, mais tu vois ce que je veux dire? C'était ouf. Dis donc. Bien sûr, parce qu'en plus, on sent que c'est la fin de ces Lakers-là, dans les années 80, qu'on va passer the torch à d'autres équipes. Ils y sont. Et là, Détroit, ils y sont, mais en fait, ça se passe l'année suivante. Ça arrive aujourd'hui avec tous les moyens de réseaux sociaux, de trucs et tout, mais on en parle, on en fait des apéros entiers. On dit, mais attends, c'est un truc de ouf. Mais ils reviennent l'année suivante. C'est à partir du moment où tu ça qui atténue le délire. C'est ça qui atténue la chose. Passons en place numéro 8. C'est le bazar, mon carnet, là. Oh là là, bah alors, Alex. Non, mais ça va aller, t'inquiète. Hein. Alex, il nous a mis Kyrie Irving 2015 plus Kevin Love. Plus Kevin Love, t'en as mis 2, coquin. Enfin, disons que je mets le plus Kevin Love en dessous parce que c'est important. Et j'ai mis monsieur Russell Westbrook face à Pat Beverley en 2013. Le genou, évidemment, de nos amis. Parlons-nous un petit peu de monsieur Kyrie 2015. Bah ça, voilà, hein, c'est pas si vieux. Hein, la plupart des gens qui regardent cette vidéo vont s'en souvenir. On est en play-off. On est sur une petite ambiance sympathique en finale Cavs Warriors. Kevin Love est déjà blessé. En fait, Kevin Love, il se blesse genre au premier tour. Hein, ou un truc comme ça. C'est celle qui me marque le plus parce que c'est la clé de bras de Kelly Olynyk en fait. Ah, sur Kevin Love. Mais c'est premier tour ça ? Non, je crois que c'est une demi à vérifier, mais je crois que c'est une demi puisque après ils vont aller se défaire en finale de conf. Attends, bouge pas, j'y vais. Non, parce que je pense qu'il t'a. C'est peut-être un premier tour. Attends, bouge pas. Cleveland Celtics, c'est premier tour. Premier tour, ensuite ils font quoi en demi ? En demi, ça doit tabasser les Bulls. Ouais. Et en finale de conf, c'était poteau, les Hawks. Non, mais c'est un sweep contre les Celtics, mais sauf que malheureusement, je pense qu'ils auraient préféré les gagner que 4-2 et avoir Kevin Love. Donc, Kevin Love est blessé depuis le premier tour, mais les Cavs roulent sur l'Est quand même.
Et ça arrive en finale NBA et les Warriors, c'est pas encore les Warriors. Enfin, je veux dire, ils sont là, ils sont forts et tout. Ils sont très présents. Ils viennent de faire une grosse régulière, mais c'est pas encore les Warriors genre favoris de ouf, ultra dominants et tout. C'est le coming home de LeBron. Dès la première saison, les mecs sont en finale NBA avec Kyrie qui pousse fort et tout, qui fait des très gros stats, des très gros playoffs. Bref, le duo Kyrie-LeBron avec des role-players autour s'avère hyper fort et hyper compliqué à tenir. Malheureusement, il va falloir se satisfaire de Mozgov et de Dellavedova. Game 1, c'est Game 1. Il se fait le genou. Kyrie, il se blesse. Il se blesse. Pas une blessure entre guillemets si grave. Non, mais une blessure. Enfin, je veux dire, c'est bon, il sait pas. On va parler de blessures plus graves d'ailleurs et tout. Mais là, il se fait le genou. Il jouera dès la saison prochaine. Il joue et tout, bien sûr. Mais voilà, il se fait le genou en début de finale. Il pourra pas rejouer. Et pourtant, les Cavs mènent 2-1. Et les Cavs vont mener 2-1 parce que LeBron James. Voilà, c'est ça la phrase. C'est parce que LeBron James, je crois qu'il est en. Enfin, je crois qu'il est en 35, 12, 8 ou 9 passes d'ess de moyenne sur des finales. Il faudra quand même aux Warriors un gros ajustement tactique. Il faut quand même rendre leur coup de chapeau aussi à Steve Kerr qui va titulariser Godola, si vous vous en souvenez, à partir du moment où ils sont menés 2-1, donc ils gagnent 4-2 pour les 3 derniers matchs des finales. C'est même un assistant qui vient réveiller Steve Kerr en pleine nuit en lui disant j'ai une épiphanie là, faut mettre Iggy dans le 5. Voilà, exactement, faut bouger et tout, machin. Enfin bref, le staff, allez, on va pas dire Steve Kerr, le staff des Warriors fait quand même un ajustement tactique qui va se révéler décisif, qui va même permettre à Iguodala, un mort de rire, de gagner le MVP des finales. Bon, ça c'est une autre chanson, mais voilà. Mais en gros, oui, c'est une blessure qui change quand même pas mal de choses quand tu regardes ça d'un point de vue perspective historique, parce que là t'es en droit de te dire, vu que les Cavs ont quand même réussi à mener 2-1 avec Dellavedova à la main, t'es en droit de te dire qu'avec Kyrie Irving, même avec l'ajustement des Warriors qui ont mis Iggy dans le 5 et tout, ça aurait peut-être été une chanson complètement différente. T'es en droit de te le dire. Tout ça est sous l'ombre de 2016. Vu ce qui s'est passé l'année d'après, parce que maintenant, du coup, nous, on a une perspective globale. Et donc, moi, je trouve quand même qu'elle a changé pas mal de choses, parce que si ça se trouve, on n'aurait pas eu 2016, en fait. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Genre, en gros, comme ça se passe avant, le what if est quand même assez sérieux. C'est-à-dire que si ça se trouve, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, c'est pas si ça se trouve, c'est sûr, ça n'aurait pas été du tout les mêmes finales si Kyrie Irving ne se blesse pas au Game 1. Potentiellement, les Cavs peuvent les gagner. Ils ont de l'expérience plus que les Warriors pour le coup cette année-là, vu que c'est la première. Tu vois, LeBron vient de Miami et tout, c'est quand même pas le même LeBron. Les gens qui ont des souvenirs, je veux bien savoir, je crois, si c'est sur ce match aussi que Kyrie contre Curry pour la prolongation. Il y a un truc hyper clutch déjà de Kyrie contre Steph sur ce début de finale NBA. Je crois qu'il y a un bloc. En gros, je pense moi que cette blessure est parfois trop sous-estimée et qu'il faut absolument en parler parce que, en fait, finalement, en bien ou en mal, mais c'est sûr, elle change l'histoire. Derrière, on a un des titres. C'est la plus grande bague, je crois qu'on a mis, non ? C'est pas qu'on l'a 2016, mis on l'a mis en plus grande bague, je crois que 2 blocs. On en a un petit peu parlé au moment des 40 ans de LeBron. Enfin, pardon. Et tout ça, c'est après. Bien sûr. C'est pour ça que moi, je l'ai isolé. Je me suis dit, un petit peu comme pour les Pistons, je me suis dit, bon, vu ce qui s'est passé après, ils se sont rattrapés, entre guillemets. Les gens qui arrivent à se rattraper, c'est marrant, je les classe un peu plus haut et je les mets un peu plus à l'abri parce que je me dis, au final, l'histoire a été en leur faveur. Évidemment qu'après, au-dessus, je vais avoir des gens qui ont malheureusement pour eux pas trop eu forcément la chance de se rattraper. Et c'est pour ça que je te parle de... Pas encore. Et je te parle de Westbrook Beverley 2013, évidemment de cette séquence que les gens connaissent très bien qui est Russell Westbrook en 2013. Tu crois que ça serait à la bague quand même ? Parce que moi c'est ça qui m'a un peu gêné. Alors, j'ai pensé, elle est dans mes notes. Alors, je vais raconter sur cette affaire-là. C'est que le Thunder vient d'aller en finale NBA. Factuellement, ils ont perdu James Harden dans l'intersaison, mais ils reviennent en 2012 d'une finale NBA face au Heat. Et le Thunder de cette saison-là, 2013, ils sont sérieux. Ils sont sérieux, c'est la meilleure équipe de NBA. Ils ont 60 victoires. Même le 2013 là, du Heat, là, qui est très très bien, hein, le Thunder, il déroule sur tout le monde. Ils ont 60 victoires, ils ont KD et Westbrook qui sont comme des maboules. Ça joue bien en face, puisque notamment LeBron et le Heat, ça y est, ils ont eu un petit peu l'aspect « Ah, c'est bon, on a réussi quand même à remporter le titre, donc ça va très très bien. » Non, Miami a 66 wins, hein, c'est ça que je voulais vérifier. Évidemment, mais je veux dire par là... C'est pas la meilleure équipe NBA. Non, mais t'as le Heat qui est très très fort. La meilleure équipe de l'Ouest. Tout à fait. Mais la meilleure équipe, en tout cas, au moment d'arriver sur les playoffs, après la longue série de victoires qui a eu lieu du Heat, parce qu'ils ont gagné leur premier titre, c'est que le Thunder fait hyper peur. Et que tu sens qu'il y a eu les ajustements. Malheureusement, dès le premier tour... Ah oui, non, c'est sûr que tu as Westbrook qui se fait percuter par Pat Beverley. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as d'abord
nos amis du Thunder qui vont devoir faire sans Russell Westbrook. La sauce, demandez à Memphis ce que ça donnait, c'est une demi-finale, les Grizzlies, ils passent le Thunder. Donc le Thunder déjà, par rapport à leur dynamique, c'est KO, c'est terminé. Là c'est comme s'il y avait eu des demi-finales l'année dernière et qu'en fait, en plein milieu du délire, il y a Jalen Brown qui se blesse. Par exemple. Ou Kyrie Irving avec les Mavs de Luka. Donc déjà de base, tu as le deuxième meilleur joueur, Westbrook, qui se blesse et donc tu dois finir la série. Heureusement tu passes les Rockets, mais malheureusement tu peux pas finir les Grizzlies. Donc tu te fais sortir. Ta dynamique d'équipe qui... Ah non, mais complètement. Faut qu'on soit clair. Au début des années 2010, complètement. Tout le monde se dit, bon, les clés en gros elles vont être dans les mains soit de LeBron, soit du Thunder. C'est tout ce qu'on raconte. Et d'ailleurs, l'année suivante, lorsque Westbrook revient, mais que c'est une demi-saison parce qu'il y a forcément des soucis au genou, c'est la saison où Kevin Durant devient MVP. Ouais. Et où normalement ce coche là qui n'est pas pris par le Thunder, parce qu'on se demande ce que ça aurait pu donner. Est-ce que le Thunder aurait battu derrière les Spurs de 2013 pour aller en finale face au Heat? Je sais pas. Est-ce que ce Thunder aurait battu le Heat en finale? Je ne pense pas, je ne sais pas, parce que c'est quand même le Heat de 2013, Ray Allen et compagnie, etc. Mais donc il y a quand même des what if de fous furieux, parce que ce Thunder là, qu'est-ce que ça va créer derrière? Bah ça va créer évidemment les histoires, dissolution entre KD et Russell Westbrook. Ce sont des coches qui sont pas passés et t'as pas 150 flèches, parce que derrière ce sera 2016 avec la fameuse finale de conférence face aux Warriors où tu perds, mais en fait en 2013 non, il y avait une fenêtre. C'est la fenêtre du Thunder qui Après, a 60 je sais pas wins. si tu battais le Heat, je sais pas si t'allais au bout quand même. Non, j'entends totalement. De fait, en ce moment, quand il y a le Thunder qui cartonne, on dit c'est marrant, ils ont leur plus longue série de victoires depuis le Thunder de 2013. Non, mais c'est sûr. Ils étaient incroyables. Et donc, même les Spurs, ils auraient été une putain de. Les Spurs qui affrontent les Grizzlies en finale de conf, je pense qu'on était tout à fait content d'affronter Mike Conley plutôt que le Thunder de Westbrook à 100% avec des gars qui étaient comme des maboules. Ah ouais, non, c'était très très chaud. Donc, obligé de l'avoir en mention, Monsieur Westbrook, parce que derrière, on sait aussi que dans la relation, on a entendu parler Nick Collison dessus, que la relation entre KD qui devient MVP la saison suivante et puis Russ qui voulait avoir aussi ses responsabilités, c'était pas forcément idéal. J'étais obligé de le placer dans mon top 10, ils sont en place numéro 8. On va rentrer en place numéro 7 ? Place numéro 7. Alex, qui est-ce que tu as mis en place numéro 7 ? Karim Abdul-Jabbar en 1980. C'est ça. J'ai mis la cuisse de Chris Paul en 2018. Je l'ai aussi dans mon classement. Je l'ai plus haut. J'entends. Alors, parle-nous de ce garçon-là, parce que tu as dit Karim Abdul-Jabbar, mais j'ai envie de montrer une photo de ce garçon. Oui, voilà. De qui s'agit-il ? Exactement. C'est ma deuxième blessure avec un impact pas trop négatif pour le joueur blessé, hein. Jabbar, faut pas exagérer, ça n'a pas du tout modifié tant que ça sa carrière. Ça lui a probablement enlevé un titre de MVP des finales, c'est pas probablement, d'ailleurs ça lui a enlevé un titre de MVP des finales. Ça aurait dû être le MVP des finales. Tout à fait, ça aurait même des gens, d'ailleurs j'entends tout à fait. Ouais, voilà. Mais après Magic l'a pas volé non plus. Faut pas exagérer. Il fait des grosses finales, hein, Magic. Magic ? Il fait des très grosses finales. Bah oui, c'est ça, c'est pour ça au-delà du match. Il a pas, on regarde que ce match-là, mais il fait des grosses finales, il est rookie. Bonjour. Et donc c'est dans ce sens-là que ça change l'histoire. Parce qu'en fait, Magic fait des grosses finales, mais s'il est MVP des finales et donc il devient rookie MVP des finales, je vous laisse checker dans l'histoire NBA combien il y en a des rookies MVP des finales. Voilà, vous verrez, la liste est très très courte. C'est la jurisprudence Magic. Voilà, il y a une liste de un nom. Karim Abdul-Jabbar se blesse au game 5 des finales, il retombe sur le pied d'un joueur des Sixers, je me rappelle plus qui c'est là, voilà, il retombe dessus et puis comme il est un peu longiligne et tout, ça se tord bien, les images sont pas belles, hein. Ça se tord bien, d'ailleurs du coup il peut pas jouer le game 6. Il revient dans le game 5 d'ailleurs. Il revient jouer, d'ailleurs des gens disent que c'était une connerie. Ouais, mais... Non mais a posteriori, moi j'ai lu des articles, je crois que c'est dans les archives du LA Times, j'avais lu ça à l'époque, on faisait le livre orange, où des gens disaient quelle connerie, et tout, machin. Ça est bien sorti au mais final. un article avant le Game 6. Voilà. Mais en gros, parce que de Game 6, du coup, il peut pas le jouer. Les Lakers décident de titulariser, enfin Magic était déjà titulaire, mais de le mettre plutôt au poste 5, enfin en gros intérieur. Et Magic va pondre un match historique, c'est-à-dire qu'il va être Magic. C'est-à-dire que, Magic pouvait jouer tous les postes au basketball, et ce match-là en est une preuve, puisque rookie, il débarque, il faut que tu joues intérieur, le mec va prendre 15 rebonds, va mettre 42 points, toujours avec 7 passes d'aise, du coup il était un peu moins balle en main, c'était complètement différent, mais c'était un enfer pour la défense adverse. Et pourquoi je le mets en fait dans mon top 10 des blessures, parce que t'as un des meilleurs joueurs de tous les temps, Karim Abdul-Jabbar,
on le met quand même très très haut, qui a été pendant très longtemps le scoreur le plus prolifique de l'histoire NBA, qui en 1980 est encore très largement dans son prime, même si les années 70 de Karim Abdul-Jabbar, pareil, je voulais essayer de checker les stats, mais c'est extrêmement sale, mais enfin il est encore très largement dans son prime, parce qu'il raccroche en 88, 9 par là. Ouais, 89. Ouais, 89, tu vois, donc il a encore, bah voilà quoi, il en a encore quelques-unes derrière lui. Il a 32 ans ou un truc comme ça, il a Karim Abdul-Jabbar en 1980. Bref, se blesse, un des meilleurs joueurs de tous les temps, et en fait, cette blessure va correspondre à l'opportunité pour un autre des meilleurs joueurs de tous les temps de faire péter un de ses plus grands matchs en carrière en fait, finalement, et de devenir le seul rookie MVP de l'histoire MVP des finales de l'histoire NBA. Donc en fait c'est une blessure qui change l'histoire, parce que je dis pas du tout que Magic Johnson n'aurait pas été Magic Johnson sans cette blessure. C'est ce qui fait que je l'ai pas mis dans mes 10. Ce que je dis juste que il n'aurait pas cet élément unique dans sa carrière, un truc historique en fait. Qui fait que les votants ont abusé. Possiblement. Mais ils ont abusé parce qu'ils étaient sous le coup de la perf incroyable qu'ils venaient de voir. De Magic, bien sûr. Perf incroyable. Ah, bien sûr. Donc, moi je l'ai dans mon top 10. Ça. Ah, je comprends. Petite blessure positive, j'aime bien. Parce que sinon, on est que là en train de chialer, la larme à l'œil. Demande aux fans des Rockets. Moi je suis désolé, on en a fait une enquête entière. Vous allez sur la chaîne YouTube de Trash Talk, tu l'as Chris Paul ou pas? Oui, je l'ai plus haut. Oh la vache, on en reparlera avec Alex, mais waouh, Chris Paul la cuisse. On en a fait, franchement, on en a fait une émission entière, on a fait une enquête absolue sur la fin de cette série entre les Warriors et les Rockets de 2018. La cuisse de Chris Paul, CP3. Comment ne pas montrer cette image? Moi ça m'a fait trop mal parce que désolé, les termes sont clairs et je laisserai Alex en parler sur son podium. Il y a une seule franchise qui a autant fait trembler la dynastie Warriors, ce sont les Rockets de Chris Paul et James Harden. C'est pour ça que je comprends pas qu'il l'ait pas mis un peu plus haut. Non, parce qu'en fait, quand même ils y étaient. Parce qu'ils y étaient, mais ils y étaient. Mais ça, je veux dire, je te dis pas que c'est numéro 1. C'est aussi Chris Paul, c'est aussi le truc de Patty Ewing. En fait. Ah, t'es dur. Non, c'est du Chris Paul dans le texte, c'est du Patty Ewing comme t'as dit en mention arabe dans le texte, et en fait ils étaient très forts. Et est-ce que la série aurait forcément fini avec les Rockets? C'est une enquête. Ça, je sais pas. C'est une enquête. Mais en tout cas, je pense pas qu'avec Chris Paul, tu rases 27 3 points de suite dans un Game 7. Et non, donc, jamais de la vie. Non, autant je l'ai critiqué souvent, autant je ne pense pas que ça arrive dans un Game 7 avec Chris Paul sur le terrain. Mais c'est 7 Chris Paul, il fait haut. Ouais. C'est sûr. Mais c'est 7 parce qu'ils se font raser la gueule sur le match précédent, qui est donc celui à Golden State, sur lequel justement Steph et compagnie vont dire le match précédent à quoi? Précédent à la blessure? Ah non, suivant la blessure. Le Game 7. Parce qu'il se blesse au Game 5. Exactement. Game 5, il se blesse. Il se fait un petit hamstring. Ça, c'est la Chris Paul. C'est la cuisse de Chris Paul, c'est exactement ce que j'ai dit. Et donc, Game 6, tu te fais laminer par les Warriors. Tu te fais défoncer. Et est-ce que les Warriors auraient perdu un Game 7 avec Chris Paul en déplacement? C'est une interrogation. Mais c'est pour ça que ça reste 7. Mais c'est dans mes 10 et on en reparlera quand tu vas le mentionner. Raison, c'est un choke tactico-technique de la part des Rockets. C'est un choke tactico-technique, vous pouvez la retenir. Mais j'en parlerai. Moi, tu vois, la question que je me pose, et on en reparlera après, c'est qu'on vient de dire, toi tu l'as mis en 10, moi en 9, Willis Reed, il voulait pas avoir de regrets parce qu'il voulait être sur le terrain malgré sa blessure, et tant pis s'il est en chaise, etc. C'est une autre époque, mais je vois ce que tu veux dire. C'est une autre époque, mais Willis Reed aujourd'hui, il se dit, c'est quoi, jouer en marchant avec la cuisse strappée, là, tu veux dire? Je suis tranquille dans mon canapé à dire ça, alors que c'est une atrocité d'une blessure pareille. C'est chaud de jouer avec un blessure pareil. J'en ai vécu des finales, tu sais. Mais voilà, on en reparlera après de Chris Paul, mais obligé d'en parler parce que s'il est pas dans vos 10, par contre. Non, ça a un impact énorme. Il y a le choix. Énormément. On va passer en 6. Ouais. Alors, qu'est-ce que moi, c'est un de mes coups de cœur. Malheureux, mais c'est un de mes coups de cœur parce que franchement, la story, c'est. Enfin, un coup de cœur. C'est un coup de poignard, mais c'est un coup de cœur. Je sais pas si les gens l'auront, ça, mais moi, je l'ai dans mes 10. T'as quoi? Yao Ming. Non, je l'ai pas dans mes 10. 2008, j'ai mis. Il y a plusieurs dates possibles avec Yao Ming. Moi, j'ai mis 2008. T'as mis quoi? Pardon, j'arrive pas à lire. Larry Bird qui se pète le dos en 85. Ouais, je l'ai pas dans mes 10. C'est à 2-3 impacts. Derrière, il y a les Boston Celtics 86, quand même, par rapport aux arguments que tu m'as opposés tout à l'heure. Je vais en parler là, rapidos. Mais juste mais bien pour sûr. vous montrer une image. Mesdames et messieurs, vous avez certainement entendu parler de cette fameuse photo et blessure, notamment sur la fin de carrière de Larry Bird. Ça, c'est pas 85, ça? Absolument pas. Mais donc, je vais tout expliquer par rapport à Larry Bird. Nous sommes sur un Larry Bird qui, gentiment, 85 prime. Larry Bird, il est en forme. Il y a du triple MVP, tout va bien. D'ailleurs, en effet, comme l'a dit Alex, les Celtics derrière, en 86, ça déroule, il n'y a pas de souci, etc. Sauf que
on oublie trop un truc qu'il a raconté par la suite de sa carrière. C'est que souvent quand on parle de Larry Bird, on se marre, on dit ouais, les shoots main gauche, le mec qui est trop fort techniquement, quel killer incroyable, etc. Il y a aussi un aspect de la carrière de Larry Bird qui a rendu fou les fans, mais qui fait qu'il est unique dans l'histoire de la NBA. C'est que Larry Bird, quand tu passais à côté de chez lui, c'est un mec qui faisait son jardinage. Quand tu passais à côté de chez lui, c'est un mec qui faisait lui-même les travaux. Tu sais ce qu'il a fait à l'été 85, Larry Bird ? Non. Et bien sur une promesse faite à sa maman, c'est lui-même qui a construit une allée avec du goudron. C'est comme ça avec qu'il une s'est baisé pelle. le dos. Il s'est pété le dos avec ça. C'est moche. À 27, Ne construisez pas des allées. Alors, Non. je vous redonne le contexte. Imaginez Wemby là, maintenant Oui, là, non, mais bien sûr, qui est en train c'est de une faire autre époque, c'est pencher avec Non, une mais bien pelleteuse sûr, et c'est qui une fait autre ça. époque. Même n'importe quel joueur NBA. Il y a Il y en a des blessures cons, mais c'est vrai que celle-là, elle est... Celle-là, elle est au sommet. Larry Bird est un spécialiste là-dessus de ce souci au dos, parce que derrière, il y a des grands docteurs qui vont dire non mais le gars, sportif professionnel, en plein dans son prime, qui passe un été à se baisser, porter des grosses charges, etc. Certes, en 86, comme tu fais bien de le préciser, ça revient et ça fait le travail. Et certes, 87, il sera aussi un petit Non, peu mais là. ça lui coûte cher par la suite. Mais ça hein. coûte toute la suite. Et ça coûte la fin aussi de ces Celtics qui deviennent vieillissants au global. Important de mentionner que Kevin McHale vieillit, que Dennis Johnson vieillit, que Danny Ainge aussi prend de l'âge, que Robert Parrish, etc. Mais juste cette image. C'est cette image, la fin de carrière de Larry Bird. C'est un mec qui, sur la fin de sa carrière, ça va être juste il va être présent avec la Dream Team, mais juste pour le fait d'être présent avec la Dream Team. C'est un mec qui, malheureusement, sur ces 3-4 dernières saisons, c'est atroce de devoir le regarder, parce que même s'il y a des grosses perfs à certains moments et que c'est Larry Legend, eh ben tu ne peux plus le retrouver du tout à 100%. Et c'est pas une histoire d'épaule, c'est pas une histoire de genoux, c'est l'histoire, vous pouvez checker, de Larry Bird qui a promis à sa mère de lui construire une allée et qui est en train de se taper du goudron avec une pelle et il va se faire mal au dos. Et si je te disais demain quelles sont les blessures au dos les plus marquantes de l'histoire de l'NBA, tu me sortirais une photo de Larry Bird. Bah, les blessures au dos, oui, ça c'est sûr. Et c'est un truc qui change l'histoire. Parce que c'est un mec, ça veut dire quoi que Larry Bird ? Parce qu'il fait que 12 saisons NBA, Pépère. Il aurait sûrement pu durer plus. Genre, Qu'est-ce qu'il en aurait fait ? je On sais peut pas savoir. Tout à Non, fait, mais je suis d'accord. parce qu'en plus il y a des éléments derrière, il y a plein de what if sur Len Bias, la coke, il décède, enfin il y a des histoires horribles sur la fin de carrière de Larry Bird, puisque c'est Len Bias aussi qui arrive sur la draft 80. C'est même pas la fin, c'est 86, ah ouais, non, 80. C'est 87 je crois. 86, mais 87. Mais donc il y a plein de questions sur la fin de carrière de Larry Bird. Moi je suis désolé, c'est un des 10 meilleurs joueurs de tous les temps, à qui, je suis désolé, mais on a pété la fin de sa carrière parce qu'il s'est pété lui seul avec une blessure au dos. Parle-nous de monsieur Yao Ming. Ouais. Yao Ming, mine de rien, on l'oublie tout le temps. Mais bien sûr que son physique était chelou, 2m30, et que du coup il a eu des blessures dues au fait de son rapport taille-poids qui est pas fait forcément pour faire du sport de haut niveau. Je te confirme. Évidemment. Et il y a eu plusieurs blessures dans la carrière de Yao Ming, et il y a eu même une blessure rédhibitoire à la fin. En fait, il a fait une carrière assez courte, de 8 saisons, un truc comme ça. Il a été obligé finalement de raccrocher à cause de blessures au pied à répétition. Il s'est blessé au genou également. J'ai pris 2008 parce que, en fait, à l'époque, quand je me rappelle, je suivais bien Yao Ming, c'était très impressionnant. Et il y avait on est après donc le trade, donc il y a T-Mac chez les Rockets, donc il y a un problème où un coup c'est T-Mac qui est blessé, un coup c'est Yao Ming. Et en 2008, la régulière, même si Yao Ming se blesse assez largement pendant la régulière il se blesse fin février ou un truc comme ça, enfin il rate tout le mois de mars, Yao Ming, et il revient pas pour les playoffs. Mais les Rockets, c'est une équipe à 55 victoires, c'est une équipe qui défend hyper bien. Il y a Shane Battier qui est dans le classement du Depoy, il y a Louis Scola en backup, il y a Bonzi Wells et Rafer Alston, plus T-Mac qui est bien en forme et tout. 55 victoires, honnêtement je pense que déjà cette équipe avec Yao, elle perd pas au premier tour de playoff contre Utah. Non, c'est sûr. Je pense que dans les playoffs 2008 là, de l'Ouest, où oui les Spurs sont champions, mais est-ce qu'ils dominent tant que ça? D'ailleurs ils vont pas en finale. Non, c'est les Lakers qui sont chauds. Cette année-là, t'as les Lakers qui sont chauds, t'as les Suns qui sont pas si simples que ça à gérer aussi dans ces années-là et tout machin. Donc les Rockets avaient leur mot à dire à mon avis avec Yao Ming, et je pense que cette année-là est le plus gros what if de Yao Ming, qui lui-même est un what if tout chelou à lui seul en fait, à cause de ses pieds en argile là, et parce que le rapport taille, poids, technique, mobilité de Yao Ming est inhumain. Tu penses que ça a changé l'histoire de la NBA? C'est là-dessus qui fait que ça l'histoire des Rockets. Ouais, je pense. L'histoire de Yao Ming aussi, je pense. Ouais, mais l'histoire des Rockets, tu penses qu'ils auraient été... On parle d'un joueur de 2m30
Ouais, tu penses qu'ils auraient été plus loin s'il avait été vraiment. Ah, je pense que c'est un candidat au titre avec Yao Ming cette année-là, ouais. Ouais. Candidat au titre. Après, je sais pas s'ils auraient été champions. Hein. Les Celtics de 2008, c'est extrêmement sérieux. Fallait encore sortir de l'Ouest, mais ils ont 55 putains de victoires avec une vraie équipe équilibrée, un mec hyper fort dans le bas court, des gros défenseurs, un vrai coach. C'est Adelman le coach, c'est... Ouais. Enfin, tu vois. C'est bien Rick Adelman, ça aussi. Et puis, c'est, je trouve, la blessure symbolique d'un joueur immense, bon, pas qu'au sens propre, hein, aussi au sens figuré. Donc, je la mets forcément dans mes 10. Je pense que, après, j'ai mis 2008 parce que c'est dur de choisir laquelle, mais je trouve que cette année-là, il y a vraiment beaucoup de frustration parce que les Rockets, ils y étaient dans les candidats au titre. Il a fait partie à un moment de mon top 10 et après, je l'ai relayé parce que je me suis dit, je sais pas si c'est sismique au niveau de l'histoire des palmarès NBA. Mais j'entends. En fait, un Yao Ming en forme. Tu regardes les Spurs droit dans les yeux, tu regardes les Suns droit dans les yeux, tu regardes les Lakers droit dans les yeux, t'as peur d'aucune raquette. Avec Yao Ming et Scola en backup, t'as peur d'aucune raquette. Et comme t'as T-Mac dans le bac court, ça joue sur la carrière de T-Mac aussi. Tiens, encore une série de playoffs où T-Mac a pas passé le premier tour. Bah, pour une fois, je vais le défendre. Cette année-là, c'est pas de sa faute, entre guillemets. Non, mais pas de sa faute, tu vois, genre. Je veux un rec. Cette année-là, c'est pas de sa faute. Enfin, il a pas son pivot. Je veux un rec de Alex qui défend T-Mac. Ah bah si. Cette année-là, c'est pas de la faute de T-Mac, vraiment. Ah, bien sûr. Voilà. Donc, ouais, ça change pas mal de choses. Ouais. Ok, j'entends. On va rentrer dans le top 5. Ouais, dans le top 5. Qu'est-ce que j'ai mis en 5, moi ? Ah oui. oui. Le seul joueur que je vais citer 2 fois. C'est pas forcément celui que vous attendez. 2 fois ? 2 fois, ouais. J'ai un joueur que j'ai déjà cité là et que je remets. Oh. Ok. Ouais. Parce que je pense que, pareil, ce genre de what if, on n'en parle pas tant que ça. Kyrie 2021. Ok. Moi j'ai Clay genou finale 2019. Hein. J'ai dans mon top 10, mais alors, putain, je l'ai tellement plus haut. Alors ça veut dire qu'il y a des garçons qu'on n'aura pas forcément. Mais je pense que j'ai des gars OG dont j'ai adoré raconter l'histoire. On a des trucs, c'est sûr. Ça c'est marrant Kyrie 2021. Ah oui. Ouais, je pense que on se rend pas compte. C'est quoi, tu vas dire aux fans des Bucks qu'ils sont pas champions ? Franchement, je suis pas sûr qu'il passe avec Kyrie, moi. Ouais. Et puis je pense qu'il y a pas mal de fans des Bucks qui seront objectivement d'accord. On sait pas, ça s'est fini en 7, alors que Kyrie, il se fume la cheville. C'est à Milwaukee, ouais. Au Game 4, je pense. Ça, je crois que c'est Giannis. C'est Game 4. Atterri à quel endroit ? Je crois que c'est le Game 4. En demi-de-conf, on est en demi-de-conf. Hein. Je pense qu'il y a le côté Bucks, donc Giannis. Ok, où ça se finit en 7 parce que KD chausse un peu trop grand quand même, faut pas l'oublier non plus. Tu vois, donc ça se finit vraiment. Je veux dire, ça se finit pas en 7 avec une branlée ou quoi. Enfin, tu vois, genre, bien sûr. c'est serré. Kyrie est très en forme. Les Nets sont très en forme. Quand tu regardes le parcours des Nets là, ça tabasse les Celtics au tour d'avant, 4-1, je crois, un truc comme ça. Ça tabasse bien. Hein. Ouais, c'était. Ça tabasse bien. Oui, bien sûr. C'était Harden, Kyrie et KD. C'est la photo. Dès le Game 1 de cette série, j'ai écrit que Kyrie, mais j'aurais pu écrire Kyrie et Harden. Parce que dès le Game 1 de cette série, au bout de quoi ? Au bout de la première accélération, enfin une minute, James Harden se fait la cuisse. Ça continue, ça joue très très bien. Côté Nets, côté Bucks aussi, ça joue très très bien côté Nets. Ils sont très compliqués à défendre. On est tous là en train de se dire oh là là, quand même, le James Harden, bon, il est blessé, mais il va peut-être revenir. D'ailleurs, il reviendra. James Harden, il revient pour les 2-3 derniers matchs de la série. En demi-teinte, bien sûr, mais il revient. Donc, s'ils avaient passé ce tour, on aurait pu se dire qu'Harden serait encore mieux revenu. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une série perdue en 7, il serait fait sortir par les Hawks. Je trouve que c'est un timing catastrophique pour la carrière de Kyrie Irving, la carrière de Kevin Durant, la carrière de James Harden, le délire de super team des Nets. Et pour moi, il s'arrête à ce moment-là. Pour moi, cette blessure de Kyrie Irving, c'est la grosse croix. C'est pire encore que ce qui va se passer après. C'est la grosse croix sur ce trio, en fait. Ce trio avait l'occasion, était en place pour faire un truc, parce que les Bucks étaient peut-être l'obstacle le plus compliqué pour eux pour aller jusqu'au titre. Parce que derrière, c'est quoi les finales ? C'est les Hawks ?
Finale de conf, c'est les Hawks, donc on fume les Nets. Non. Et honnêtement, On le les Nets Suns, avec des Kyrie, des Harden et des KD en forme, je pense que c'était une série. Je pense que non. Si, en fait, Donc, c'est juste je sais que je vais loin dans le what if. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je trouve que KD et Kyrie ont déjà des bagues. En fait, il y a que Harden dont le palmarès est vraiment vierge, et en fait, l'impact sur leur ils ont déjà considération des bagues, mais en lieutenant Cannes, tous les deux. Enfin, en lieutenant, je suis vache. Mais pas en patron. Pas en patron. Bon, Kyrie, c'est pas le patron des Cavs. Non, mais tout à fait. Mais KD, Et KD n'est pas le patron des Warriors. Ouais, lieutenant, c'est vache, mais c'est pas le patron des Warriors. C'est le bon role-player de Golden State. Non, mais c'est pas son équipe. C'est peut-être le meilleur joueur, mais c'est pas son équipe. C'est l'équipe de Steph et Draymond. Même Draymond, il est au-dessus dans la hiérarchie. Si, c'est lui le patron de défense. Non, c'est pas ça. C'est sûrement le meilleur joueur. D'ailleurs, il a été MVP des finales. 2 fois. Ouais, mais ça se discute d'ailleurs, je crois. si, ça se discute. Steph discute. Mais bon, après, voilà. J'ai pas de problème particulier avec ça. Et genre, Draymond, hyper important. C'est lui le patron de défense et tout. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était une bague très importante. C'était un challenge très important pour et KD et Kyrie. Ah ouais. On le dit tous quand on parle de KD. Oui, il aurait fallu qu'il gagne sa bague à Brooklyn ou aller à Phoenix, mais bon voilà. Mais tu vois ce que je veux dire, sa bague, tu vois, bien sûr. sa bague. Et ben sa bague, il y a Kyrie qui se blesse et après l'autre comme il chausse un peu trop grand, c'est un 2 points, c'est pas un 3 points. Je veux dire, c'est une blessure qui change pas mal de choses dans la vision qu'on a de certains joueurs ultra stars de notre époque là. Ça aurait été à un stade un peu plus avancé, je l'aurais mis probablement dans mes 10. Et avec des joueurs qui n'ont pas du tout de palmarès quoi. Mais je veux dire un stade plus avancé parce qu'on est quand même en demi-de-conf, en playoff quand même. C'est pas genre ils se blessent pas au mois de février. Non, bien sûr, mais là on va arriver à des mecs. Ils se blessent en mai. Hein. Ouais, bien sûr, mais là on va arriver à des mecs. Tu vas dire genre, là justement. Ouais, bah ça. Et de toute façon, on va en reparler après. Monsieur Klay Thompson qui l'a aussi, puisque j'ai mentionné Chris Paul et Klay Thompson. Alex sait à venir dans son classement. Il est en 5e place, Monsieur Klay Thompson, évidemment, dans mon classement. Des choses qui impactent parce que, alors, il y a plusieurs éléments avec Klay Thompson. On peut en soi parler uniquement de ce qui se passe sur le match en lui-même, mais ça à la limite, bon, je laisserai Alex en parler. Moi surtout ce qui me fascine avec cette blessure là de Klay Thompson avec les Anta, là on le voit sur la fin de série face aux Raptors en 2019, c'est que c'est les répercussions qu'il va y avoir derrière. C'est-à-dire, on sait que derrière Golden State passe par un vrai trou. C'est-à-dire, ensuite il y a Aaron Baines qui tombe sur la main de Steph, tu finis par tanker, tu te retrouves à drafter James Wiseman, donc il y a plein de motifs sur cette draft aussi, parce que ça n'a pas lieu si Klay Thompson ne se blesse pas. Ça change l'histoire. Est-ce que Golden State a ce pic de draft? Est-ce que Golden State... Ah non, mais c'est énorme. Mais c'est pour ça, moi 5 pour moi c'est trop bas. Hein. Bien sûr, après... On est sur des garçons qui se sont rattrapés aussi par la suite, ont obtenu leur bague en 2022 et donc ce n'est pas quelque chose où finalement depuis cette blessure là ça s'est très mal passé. Klay Thompson c'est cette blessure là mais c'est un ensemble de blessures puisque après il se fait quoi, ligament croisé ou tendon d'Achille pardon. Là il se fait le genou en reprise de genou et ensuite il se fait Achille. Donc Klay, je laisserai Alex en parler davantage mais obligé de l'avoir dans mon top 10, il est 5e place monsieur Klay Thompson sur cette fin de finale, mais Toronto était quand même fort. Je vais reparler de cette finale dans quelques minutes avec un autre garçon. D'accord, t'as fait comme ça. Oui. C'est pour ça en fait qu'on va se croiser, mais pas la même. Donc là on est en place numéro 4. Tout à fait. Je sais pas si tu l'as dans les 10. Moi je pense que t'as pas mon truc dans les 10. Kevin Garnett en 2009 moi. Non, et moi j'ai Bill Walton, le pied en 78. Non, je l'ai pas. Mais oui, mais je l'ai pas. Alors parle-nous de qui? Beaucoup de blessures dans la vie. Non mais il y en a plein, là franchement c'est... Puis dans la carte de Bill Walton aussi, je veux dire, c'est bien rythmé par les blessures. Ouais tu vas voir, je vais raconter celle-là, tu vas comprendre que c'est très 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 alors dur. Que Kevin Garnett, il y a également des blessures dans sa carrière, mais mine de rien c'est quand même un joueur qui a joué beaucoup de matchs, c'est un joueur régulier et tout. On oublie qu'en 2009, les Celtics champions en titre en 2008 sont dans une bonne grosse saison bien sérieuse, la saison du sortie de titre de 2008-2009. Je sais plus combien de wins ils ont au final, mais tu sais que c'est une saison c'est pour Turkoglu. C'est une saison bien solide. Voilà, justement, c'est là où je veux en venir. Bouge pas, Celtics 62 victoires la saison 2008-2009 donc si tu veux ils arrivent en play-off, le champion sortant est favori clairement. Bien sûr. Il est favori. Kevin Garnett se blesse en mars à la jambe et il jouera pas un seul match des playoffs.
Les Celtics arrivent en tant que numéro 1 de la conférence Est quand même. Ça passe les Bulls, il me semble, si je dis pas de bêtises, au premier tour. La série Joachim Noah, Ray Allen, ça part dans tous les sens. Là, c'est cette série-là. C'est cette série-là, en 2009. Boule, là, je dirais. Voilà. Ça passe les Bulls, mais ça passera pas le Magic en demi de conf. Ça se bat bien et tout, hein, mais ça, c'est trop juste et tout. Sans Kevin Garnett, qui est arguably, comme ils disent là-bas, le joueur le plus impactant des Celtics de l'époque. Hein. C'est pas arguably, c'est lui. Hein, on est d'accord. Défenseur de l'année en 2008 et tout. T'as pas ton meilleur joueur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut la mettre l'équation. C'est-à-dire que là, moi, je trouve que ça change pas mal l'histoire quand même. Parce qu'on est sur une équipe qui était clairement candidate à sa propre succession et qui avait tout à fait les moyens de faire un back-to-back avec Kevin Garnett dans sa raquette. Les Lakers ont eu à battre, sans leur faire offense, le Magic de Dwight Howard, Turkoglu, Mike Pietrus ou Jameer Nelson en Rashard finale. Lewis, Rashard Lewis en finale NBA. Je pense qu'ils étaient très contents de jouer cette équipe-là. Très contents. Je pense que les Celtics de 2009, c'était une autre chanson. Peut-être même pire presque que la chanson qui leur a été faite bataille avec les Cavs. En 2008. Il y avait la bataille avec les Cavs. Je pense, c'est mon avis, et c'est aussi pour ça que ça rentre pas sur mon podium, parce que je suis dans l'hypothétique et tout, mais je voulais vraiment insister sur cette blessure, parce que c'est ça aussi l'histoire. Cette version de l'équipe des Celtics créée de toutes pièces à l'été 2007 par Danny Ainge en faisant venir Ray Allen et Kevin Garnett, et championne tout de suite en 2008, avec Paul Pierce MVP des finales, avec un Kevin Garnett exceptionnel qui gagne son premier titre. Elle est partie pour dominer longtemps. Les mecs sont encore dans un prime pas loin, quoi. Les Ray Allen, Paul Pierce et Kevin Garnett. Tu as ton Big Three qui fonctionne avec Jeune Rondo, avec un peu de Kendrick Perkins ou des gars comme ça, qui fonctionnent, et en fait, dans le même temps, c'est les Lakers de Kobe qui vont faire un back-to-back. Je demande à voir en 2009. Je demande à voir comment le Magic va en finale. En fait, je pense que cette blessure du mois de mars, c'est un timing catastrophique pour ces Celtics, pour Kevin Garnett, et que du coup ils vont être un petit peu courts face au Magic. Avec Kevin Garnett, ils n'auraient pas été courts. Après, c'est un what if. Il y a les Cavs en finale de conf, il y a les Lakers en finale NBA, donc à voir ce qui se serait passé. Mais du coup, en fait, elle est là parce que dans l'héritage de Kevin Garnett, quand on le classe, Kevin Garnett, on est tous d'accord pour dire franchement, d'un point de vue technique, athlétique, joueur complet, deux côtés du terrain, et il regarde grave Tim Duncan dans les yeux et tout, mais sauf que c'est pas le même patron, c'est pas le même leader, il a moins de bagues, on le met derrière Dirk Nowitzki. Je pense que s'il y a un back-to-back des Celtics, attention, c'est pas du tout la même ambiance. Donc vraiment, pour la carrière de Kevin Garnett, pour le côté historique de cette super team, parce que c'est quand même un peu une super team, hein, avec un Big Three comme ça, on peut en parler, hein. Des Celtics, je pense que c'est pas du tout la même ambiance. C'est une énorme blessure. Honnêtement, c'est l'équivalent de les Celtics, Jalen Brown en mars, ou Tatum. C'est l'équivalent. Ouais. Putain. Si ça arrive, je leur souhaite pas évidemment, hein, je touche du bois, mais si ça arrive, on va tous être là genre le what if de malade et tout. C'est ça 2009. T'as vu comment j'ai bien défendu les Celtics? T'as vu quand je mets des couleurs, moi? Ça t'inquiète, hein. Je reparlerai des Celtics juste après. Je vais parler de. D'ailleurs, tu reparleras des Celtics juste après? On n'a pas du tout le même. Non, mais ça qui est bien, c'est qu'on va raconter plein de choses. Donc Bill Walton, le pied, belle photo. Putain. Alors Bill Walton, juste par contre. Comment il soignait les trucs à l'époque. Obligé de parler de Monsieur Bill Walton parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Mesdames et messieurs, de qui on parle sur les 4 premières saisons NBA de Bill Walton? Bon, déjà, on sort de NCAA, c'est encore aujourd'hui, considéré comme un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket universitaire. Déjà, point barre. C'est un All-Star au bout de ses 4 premières saisons. Ah oui, non. C'est un MVP de saison régulière et un MVP des finales avec un titre pour les Blazers. 77, c'est simple. On est en 77. Il est champion NBA en étant MVP des finales, en battant les Sixers. Et l'année suivante, c'est la jurisprudence Bill Walton, là, quand on voit certains trucs avec Joel Embiid, c'est qu'il est MVP en jouant moins de 60 matchs. Il n'y a même pas trop à discuter. Bill Walton est trop impactant, les Blazers sont trop forts. Bill Walton, il est là et il est en train de gentiment changer et faire révolutionner le poste de pivot parce que c'est un mec trop technique, trop malin, trop défensif qui est... on a vu Jokic débarquer et dire tiens, c'est quand qu'on a revu depuis longtemps des grands point center comme ça qui étaient un petit peu en tête et étaient capables de distribuer autant ces garçons.
tout à fait, mais entre Bill Walton et Jokic, il y en a eu quelques-uns. Un des premiers, c'est qui? Un des pionniers, c'est Bill Walton. C'est Bill Walton. Et donc du coup, on est en 78. Donc là, pour refaire le jeu de Jaylen Brown, on est sur un garçon qui vient d'être MVP de saison régulière à l'instant là, et qui a été l'année précédente MVP des finales et titré avec une franchise qui n'avait rien, les Blazers. Il se blesse je renote, au Game 2 face à Seattle, en demi-finale. Mais les demi-finales, en fait, il faut savoir qu'il n'y avait pas assez de franchises NBA à l'époque, donc c'était quasiment déjà des premiers tours, les demi-finales. C'est le dernier match que va jouer Bill Walton avec les Blazers. La blessure au pied là. Il ne va plus jamais rejouer avec Portland. Et un joueur qui est en train de poser des bases de futur top 10 joueurs de l'histoire, il va être classé là. Combien on l'a mis nous dans notre top 100 all-time, la Bill Walton? On se pose des what if tout le temps. Là. On est là en mode. Oui, après il aurait été 6ème. Il n'y en a pas eu assez. Il a été 6ème homme après avec les Celtics. C'est pourquoi pas. C'est un mec qui, au bout de 4 saisons, genre, imaginez quelqu'un qui débarque maintenant en NBA et qui, au bout de 4 saisons, est MVP des finales, champion NBA et MVP de saison régulière, qui se fracture le pied et qui ensuite ne sera plus jamais le même. Ça change l'histoire. Ça change l'histoire des Blazers, ça change l'histoire de la fin des années 70 et le début des années 80. Ça change trop de choses. Bill Walton, s'il n'avait pas eu cette première blessure au pied, il en avait eu d'autres précédemment, comme tu le dis, mais ça va vraiment créer des années de galère entre San Diego et Boston. On sera en train de le mettre à table avec qui? On sera en train de dire Hakeem Olajuwon ou Bill Walton? Ouais, potentiellement, bien sûr. Ah bah même plus que potentiellement, puisque c'était ce qui était validé les 18 mois précédents. Énorme, franchement ça change tout. Si ça se trouve, Portland, ils auraient 3 titres. Oh putain, les fans des Blazers. Ah non mais honnêtement, les Blazers. Tu les as mis bien là, Greg Oden, Bill Walton. Mais ils sont champions en titre. Ça vaut que... Et ils ont le MVP de saison régulière qui se pète le pied et qui va plus jamais rejouer pour la franchise parce qu'ensuite il y a une embrouille entre Bill Walton et le staff des Blazers. Non, c'est énormissime. Mais on est là pour raconter plein d'histoires, donc on va passer en place numéro 3. Tidadidada. C'est là que je mets Chris Paul, moi. Très bien. Moi, Chris Paul 2018, je veux dire. Moi, je vais en parler d'une dont je pense pas beaucoup de gens ont envie de parler. La cheville de Bill Russell en 1958. Je l'ai pas mis dans mes 10. Je connais l'histoire. Je trouve que derrière, ça va, quoi. Non ? Bah, je peux te la faire en courte. Vas-y. En 57, les Celtics sont champions face aux St. Louis Hawks. Bill Russell qui a démarré sa carrière très très dominant, très fort, tout va bien avec les Celtics, tout à fait. Il y a une année en 58 où, désolé, les Hawks, il n'y a pas de palmarès. Si Bill Russell ne se fait pas une cheville au Game 3, qu'est-ce qui se passe? On n'arrête pas de parler de Bob Pettit qui fait son match à 50 points. Ça change l'histoire des Hawks un peu, c'est ça? Déjà les Hawks. Mais qui ça intéresse, l'histoire des Hawks? Mais si tu as 10 titres consécutifs pour les Celtics, on fait comment? Je suis d'accord, c'est vrai. C'est pas 8, c'est mieux que 8. Non, mais c'est mieux. 10 titres consécutifs? C'est mieux que 8. Mais ils en ont eu 8 derrière. C'est pas comme s'ils en avaient eu 2. 10 titres consécutifs de NBA, 10 titres de champion. Genre, 8, c'est évidemment énorme. Ils en ont eu 11 en 13 ans, tu vois. Genre. Et j'utilise le même argument que quand tu parles notamment de garçons comme KD et Kyrie qui ont déjà eu aussi des bagues, et Kevin Garnett qui a eu une bague précédemment, et d'autres garçons. Oui, tout à fait, mais c'est pas du tout le même des argument. Garçons qui ont eu déjà des bagues, si on l'utilise cet argument pour tous, il faut le faire aussi pour Bill Russell. En effet, il y en a eu 8, mais là pour le coup, lorsque tu as les Hawks qui se retrouvent sans le moindre palmarès, Bob Pettit, on n'a pas arrêté de parler de quand Giannis a fait son dernier match pour les remporter un titre, on n'a jamais vu ça depuis Bob Pettit avec les Hawks dans les années 50. Et les Celtics, ils ont certes une dynastie, mais la seule fois où ce mec a été vraiment blessé en finale, il a perdu. Sinon le reste c'est que des victoires. Donc forcément que ça change l'histoire, parce que si ça se trouve on aurait eu quoi? On aurait eu un mec qui à chaque fois qu'il est en finale NBA, c'est bon, ça gagne tout le temps. Non, il en perd forcément une autre, vu qu'il en a 11 en 13 ans. Il en a perdu aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que... C'est quoi qui perd? Non, même pas, je pense qu'il a gagné à chaque fois contre Wilt en finale, donc ça devait être... C'est peut-être Wilt Sixers? Wilt Sixers 67? C'est peut-être Wilt Sixers 67. 67, ouais. C'est ça. Wilt Sixers, tout à fait. Sixers. Donc en gros, déjà, tu vois, à chaque fois on fait la bataille, nous, de savoir quelles équipes qui n'ont pas du tout de palmarès et qui n'ont pas de titre NBA. Moi je suis désolé, Atlanta à chaque fois, ils se touchent sur le fait qu'ils ont une bannière. Atlanta, il n'y en a pas. Les Hawks, il y en a. Ouais. Exactement. Mais donc tu as des franchises qui en fait, là on ne peut pas débattre du fait que s'il n'y a pas cette blessure, les Hawks ils n'ont pas de titre. Et avec combien de franchises on peut dire ça?
Tu sais, il y a des franchises où on dit bon, ils ont un titre parce que bravo. Là, tu viens de le dire par exemple avec nos amis les Bucks. Est-ce que les Bucks ils sont titrés si Kyrie il est blessé, si Kyrie il est pas blessé? Tu l'as fait, t'as fait un argumentaire complet sur le fait que si ça se trouve, Milwaukee l'aurait pas. Bah si ça se trouve, Milwaukee, ils avaient un titre dans les années 70, donc non, mais très bien. Du point de vue des Hawks, je vois ce que tu veux dire. Du point de vue des Celtics, je suis moins. Les Celtics se sont. Je suis moins parce que quand même, ça derrière un 8 de suite. Ils en ont 8 de suite, tout à fait. Mais force est de constater que quand Bill Russell n'est pas là, ça a été un truc de ouf. Et j'étais obligé de le mettre en avant parce que oui, il y a des gens qui se demandent, et j'ai vu pas mal d'articles là-dessus sur le fait que le mec aurait pu gagner 10 titres consécutifs. Mais c'est incroyable. Qui tu as mis en 3? Chris Paul, 2018. Le même que toi tout à l'heure, sauf que moi je le mets beaucoup plus haut. Après, c'est parce qu'en fait, à titre personnel, j'ai rarement eu autant le seum pour une équipe dont je suis pas un fan des Rockets, tu vois, genre voilà. Mais j'ai rarement eu autant le seum pour une dynamique d'équipe que lors des playoffs de 2018 pour les Rockets, que je voyais bien taper ces incroyables Warriors avec le système. J'ai le seum pour Mike D'Antoni, en fait, j'ai le seum pour James Harden, j'ai les boules pour Chris Paul. Enfin, en gros, il y avait tout un truc, tout un délire qui me plaisait bien dans ces Rockets, une espèce de jusque-boutisme à la Mike D'Antoni, avec James Harden, qui avait besoin d'un Chris Paul à 100%. Je maintiens que avec Chris Paul sur le terrain, jamais de la vie il y a 27 tirs à 3 points ratés de suite. Ce mec a des défauts, mais ce mec est beaucoup trop intelligent et beaucoup trop expérimenté pour laisser faire ça. Il a regardé la balle, il leur dit faites-moi un écran, je vais mettre un petit jumper à mi-distance, parce qu'on a besoin de mettre un panier. On a besoin de mettre un panier. Tu vois, je pense que tu aurais eu cet aspect-là, et je sais pas si ça aurait changé forcément l'issue de la finale, mais merde quoi. Les Rockets, ils y étaient face aux Warriors quasiment injouables, qui avaient tout défoncé l'année d'avant, qui étaient dans leur course de back-to-back et tout. Ils y étaient. Le mec se blesse au Game 5, son équipe mène 3-2. Putain. Et ça se trouve, ils pouvaient le finir au Game 6. Bon, au Game 6, ils font vraiment défoncer par les Warriors. Mais je veux dire, waouh, dans la carrière d'un mec comme Chris Paul, pour le coup, lui, des bagues, si je compte bien, pour l'instant, il n'y en a pas des masses. Je crois qu'il n'y en a pas. Voilà. Dans la carrière d'un mec comme Chris Paul, dans la carrière d'un mec comme James Harden, parce que c'est pareil, James Harden, si je compte bien, c'est pas la fête à la bague non plus. Est-ce que ça tabasse sûr et certain les Cavs en finale? Non, pas sûr et certain du tout. Il serait favori. Vu le LeBron James, oui. Mais en tout cas, il serait favori. Je pense que ça serait favori. Ouais, je pense qu'avec leur faculté à jouer du small ball, à envoyer des mecs sur LeBron pour essayer de le ralentir, à utiliser la relative faiblesse défensive de l'arrière-garde des Cavs avec Harden et Chris, enfin tu vois, ils pouvaient tout à fait les regarder je pense qu'ils peuvent les faire. Après là pour le coup on n'en sait rien. Peut-être que Gérard aurait été MVP des finales, on peut pas savoir. Mais en tout cas, déjà, je pense qu'ils sont, comme tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, ils sont d'assez loin l'équipe qui a poussé le plus dans ces retranchements, ces Warriors-là. Et vraiment, vraiment. Et en fait, là, pour le coup, c'est la pire blessure de la carrière d'un mec comme Chris Paul. C'est le pire timing, c'est le pire moment parce qu'il est dans l'équipe, ça colle, ça se passe bien, le duo est là et tout. Et voilà, et c'est pas une très grosse blessure, encore une fois, c'est la petite blessure à la con, t'as raison, peut-être qu'il aurait dû tenter de jouer quand même contre la blessure. Il aurait dû, mais en tout peut-être qu'il pouvait vraiment pas bouger, moi je sais pas. Moi j'aimerais lui poser la question aujourd'hui, tu vois, est-ce qu'il aurait dû jouer ce match, est-ce qu'il regrette? Mais en tout cas, moi je regrette. Moi je regrette cette blessure, c'est vraiment un gros tournant parce qu'en fait derrière il y a un back-to-back des Warriors, donc on peut dire voilà, il y a des mecs énormes qui maintenant sont en toute fin de carrière pour Chris Paul, en fin de carrière pour James Harden, et honnêtement c'est pas des fins de carrière qui sentent la bague. Après je peux me tromper, ça se trouve les Spurs vont être champions NBA cette année et Chris Paul aura sa bague, tu vois, genre ok, mais tu vois ce que je veux dire, genre ça sent pas la bague quand même, hein. Mike D'Antoni, il a jamais joué de finale NBA. Moi, ce qui me fascine, c'est jamais joué de finale NBA, Mike D'Antoni. Son style à Mike D'Antoni n'est pas vraiment allé au bout du délire. Là, il pouvait. Ce qui est fou, c'est que le Game 7, on en a parlé plein de fois, hein, le match 7 à Houston, où c'est le fameux match balançage de tirs à 3 points dans tous les sens des Rockets qui ne font que briquer. Trevor Ariza à 0 sur 9, ils sont à 7 sur 44, je crois, à 3 points. Donc combien? 27 tirs à 3 points loupés consécutifs. 27, ouais. Et c'est un match où Chris Paul n'est pas là. Et l'arbitre principal de ce match, c'est Tony Brothers. Alors non, c'est pas Tony Brothers. Non, c'est son meilleur ami. C'est Ken Mauer. Non, c'est son meilleur ami là. Comment il s'appelle? Quoi?
Le meilleur ami de Chris Paul, à chaque fois qu'il se croise, il prend une faute technique. Ah, aidez-moi là, les gens qui l'ont. Chris Paul, referee. Je vais retrouver ça tout de suite. Ok. C'est pas Ken Mauer? Scott Foster. Scott Foster, pardon, oui, tout à fait. C'est Chris Paul versus Scott Foster. Tu sais, maintenant, t'as Oui, que oui. une winning streak de genre, à chaque fois qu'il joue dans un match où il y a Scott Foster, il perd et il prend une technique. Et le Game 7, c'est un match qui est notamment arbitré, les fans des Rockets s'en souviennent bien, par Scott Foster, parce que la seconde mi-temps va être très débattable. Oui, elle est peut-être débattable. Je conteste pas ça. Il n'y a pas de sujet. Moi, je pense surtout que avec Chris Paul, tu peux le gagner vraiment ce match. Parce que tu peux beaucoup plus te donner la chance d'un point de vue tactique de le gagner. Parce que 27 3 points d'affilée ratés, ça veut dire qu'il n'y a pas de patron sur le terrain. Ça veut dire qu'il n'y a personne sur le terrain qui lève un peu la tête. Et Chris Paul sait faire ça. En 2018, franchement, je vois pas du tout Chris Paul en 2018 laisser faire un truc pareil. J'y crois pas. Sur le terrain, j'y crois pas. Il prend la balle, il fait haut. Allez, poussez-vous là, viens me faire un écran, arrêtez de tirer là. Tout aurait pu se passer. En fait, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'il y aurait tout pu y avoir. T'aurais pu avoir ça, t'aurais pu avoir aussi Chris Paul qui fait un match à 1/13 en finale de conf, alors qu'il était quand même fort. C'est plus du genre à se blesser. Ouais, mais voilà, plus de blessures. C'est plus du genre à se blesser qu'à rater des tirs. Ah, bien sûr. En 2018 en tout cas. En tout cas, on a tous les deux Chris Paul dans le top 10. Ça, c'est sûr et certain. Bien sûr. Cette blessure, elle est assez folle. On va passer en place numéro 2. Qui j'ai en 2, moi? Ah, Joe Johnson. Place numéro 2. T'as mis quoi? Alex, tu nous as mis Derrick Rose. Et j'ai mis le mollet de Kevin Durant en 2019 qui va être suivi par le tendon d'Achille. Puisque c'est ce qui se passe en fait en 2019 avec Kevin Durant. Je vais en parler et évidemment les fans des Raptors s'en souviennent assez bien. Alors, l'image que je montre, c'est le tendon d'Achille. Ce n'est pas ça qui se passe. Mais, on est en 2019. Tu as parlé de 2017, 2018 avec ce qui se passe à Golden State. Kevin Durant est là. On essaie de faire la passe de 3. Ouais. De faire un tripit. Ce qui n'est pas arrivé depuis quand même quelques années, si je dis pas de bêtises, depuis nos amis de Los Angeles. Demi-finale face aux Rockets. Kevin Durant revient d'une blessure, notamment, puisque je crois qu'il avait été absent depuis quelques temps. Il se blesse au Game 5. Et il se blesse au Game 5 et il se fait, apparemment, plutôt le mollet. Oui. Il a cette blessure, Kevin Durant. Et donc, lorsque Golden State continue à avancer, jour par jour... Il y a les Blazers en finale de conf, mais voilà. Ça balaye. Merci le Thunder. Steph qui fait des finales de conf. Fait le boulot, tout à fait. Genre là, ça rappelle bien à Portland, hein, je te le dis. Tout à fait. Ouais, c'est bon, il n'y a pas KD. Ouais, dommage les gars, il y avait Steph. Sauf que quand on se ramène en finale NBA... tout ce que les gens se demandent, c'est ils font F5 sur le injury report. Il joue ou pas Il vient ou pas, Keddy? Est-ce qu'il joue? Parce qu'en face, ils sont chiants. Hein. Donc déjà, y a ça aussi. absolument. C'est pas les Blazers. Donc c'est pour ça que je parle d'abord de la blessure au mollet, parce que cette première blessure au mollet, elle a un impact direct sur des finales NBA où nos amis de Toronto... Jamais on leur enlèvera le crédit d'avoir remporté cette bague en 2019. Mais tu sais comme moi, Alex, que dans n'importe J'adore ta phrase, elle va les rendre fous. Mais non, salut, parce que ça va bien. Mais parce que tu le sais, Alex, on a pris des trains, on a pris des Uber, on a toujours dit 2019, il y a un nuage d'astérisque parce que Kevin Durant Prime n'est pas là. C'est plus un alignement de planètes là, c'est énorme. Kevin Durant n'est pas là. Il n'est pas présent, Kevin Durant. Il revient au Game 5, il force d'ailleurs, et au bout de 12 minutes, sur un move anodin, un changement d'appui, il se fait tendon d'Achille. C'est sismique comme blessure. C'est énorme parce qu'en fait, on parle de Toronto qui potentiellement n'a pas la bagouze, parce que ça veut dire que les Warriors seraient avec Eddie, c'est les Warriors de DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins a une bague, du coup. Boogie, Boogie qui était en mention honorable. Ouais. Boogie Anthony Davis, là, à Pélican, là. Ouais, grave, bien sûr. Qui se fait Achille. My dog. Waouh. Ouais. Kevin Durant se blesse donc mollet. Ça passe les Rockets, ça passe les Blazers comme tu l'as dit. Merci Steph. Tu arrives. Finale NBA, les Raptors vont être champions. Kawhi, la façon dont on voit Kawhi est totalement différente. Mais même Kyle Lowry, mais même Marc Gasol, tout le monde. Golden State ne fait pas le tripit. Mais même du coup, ce qui se passe, on l'a vu. Nick Nurse, mais tout est tellement impacté. Il fait partie des coachs rookies bagués, le mec. C'est ça. Et j'ai même envie, si on stretch un petit peu, de dire si Kevin Durant il est présent. Est-ce qu'on se tape la blessure de Klay Thompson à la fin de la série? Non. On ne se tape pas cette blessure. T'as mis quoi en 1? Parce que moi en 1, j'ai triché un peu. Hein.
en 1, j'ai mis Clay, KD. Oh non, Si. t'es trop... T'es obligé parce que c'est Non, exactement. non. C'est pourquoi je te dis ça. Parce que j'ai C'est exactement la phrase. le raisonnement de la phrase que tu viens de dire. Bien sûr, mais je suis obligé de scinder joueur par non, joueur. moi je les Ah scinde là pas. là. Moi. Moi je les Les scinde pas. Warriors de 2019. Ça nous a enlevé un three-peat. Ouais. Si. Non mais ce que je veux dire par là, moi c'est j'ai que... pas peur de le dire. Non mais quand je dis Même mes moi... potos fans des Raptors, ils le Non, savent. mais- Au fond d'eux, ils le savent. C'est pour ça que je tenais là-dessus et je vais Ils te le tendre la savent. perche. C'est qu'en Ils fait, je te laisserai parler de l'affaire Klay Thompson parce que c'est Yakadi. J'étais obligé de faire joueur par joueur. Non Donc- mais je comprends, mais moi donc j'ai c'est pour ça que j'ai triché. Donc c'est pour ça que j'ai mis Klay en 5 et KD en 2. Parce qu'en Voilà, fait, quand mais tu vois, combines... moi j'en ai fait un 1. Donc quand tu fais un combo, ça devient un 1, bien sûr. Ouais. Et je te laisse en parler bien évidemment parce que les conséquences sont dramatiques, mais je suis obligé de faire une blessure par une blessure parce que... Moi je trouve qu'elles sont extrêmement liées. Ah bah... Extrêmement liées. Ah bah... Mais bon. Et puis, au-delà de... Évidemment, les blessures n'ont pas de relation directe entre elles. C'est pour ça que j'ai mis le pull des Warriors. Hein. Mais, ouais, moi en 1, j'ai KD puis Clay. Parce que oui, tout ce que tu viens de dire sur la blessure de KD est malheureusement C'est le premier domino. est vrai. C'est le premier domino. Il force certainement un poil son retour et c'est pour ça que sur un geste, un move anodin, il se refait le mollet. Après, on peut pas savoir. Hein. Ça se trouve, il a pas vraiment forcé son retour et malheureusement, c'était encore fragile. Mais bon, du coup, ça revient un peu quand même à forcer un peu son retour. Moi, je pense quand même que c'est normal. Hein, c'est des finales NBA, t'es en galère. Donc, tu forces un peu ton retour. Mais à ce moment-là, en 2019, quels sont les joueurs vraiment plus forts au basketball que Kevin Durant? Non, tu peux... Bah, Kawhi LeBron. éventuellement. Kawhi des deux côtés. LeBron éventuellement qui sort de playoff 2018 de fou malade quand même, éventuellement, mais c'est même pas sûr. Kawhi éventuellement qui est dans un run de playoff de malade mental aussi, mais c'est même pas sûr. Non. Yanis n'est pas encore Yanis. Jokic, on croit que c'est encore un vulgaire deuxième tour de draft. Enfin, tu vois, genre c'est une autre affaire. Doncic c'est un rookie. Enfin, non, mais voilà, ça n'a rien à voir. Donc, on parle quand même d'une blessure au pire moment du meilleur joueur ou d'un des tout meilleurs joueurs de la ligue dans une équipe qui est en course pour faire un repeat, qui est en course pour, non pas que ce soit pas une dynastie, les Warriors c'est une dynastie, mais pour l'asseoir parmi les dynasties de fous malades là. Attention. Et derrière, donc KD peut pas jouer le Game 6, on est devant quoi, on est devant le match, c'est aussi ça qui joue forcément évidemment. Là le match 6 de Klay Thompson, franchement je pense que rarement une blessure m'a autant dégoûté. C'est celle-là. Rarement une blessure m'a autant dégoûté, pourtant je m'en fous des Warriors, c'est pas une franchise que tu vois, même Klay Thompson, mais rarement ça m'a autant dégoûté parce que ce qu'il est en train de poser le Klay au Game 6, là où il a déjà 30 points quand il se blesse, il est à 8 sur 12 au tir, il provoque des lancers, il joue. On a l'impression qu'il est contre basket de nature. sa carrière. Tout d'un coup, il se met à driver comme un malade, aller chercher tous les lancers, c'est sur un drive, trop intelligent. Une contre-attaque, ouais. C'est trop intelligent et tout. Sur cette contre-attaque, bon, les gens veulent blâmer Danny Green. Non, Moi, je trouve même pas. D'ailleurs, Klay Thompson ne blâme pas lui-même Danny Green et tout. Elle est un peu dure la faute. Mais putain, on est en finale NBA. Tu vas pas laisser aller au lay-up en contre-attaque. Voilà. Donc bon, le genou tourne salement. Il shoot ses deux lancers, mais après il sort et il peut pas rejouer. Et puis bah, il jouera pas pendant quoi, 2 ans en gros quoi. Donc attends. 2 années de son prime en plus. Tu sais pourquoi je le mets en 1 aussi? Parce que derrière ces finales, il y a 2 putains d'années blanches. Ouais. Attends. Il y a, si je dis pas de bêtises, fais voir. Non, mais Klay, c'est blanc. Hein. C'est 2 années de son prime qui lui sont sucrées. Mais quand je dis 2, c'est 2 pleines. Hein. Kevin Durant, c'est blanc aussi, non? C'est pas blanc derrière? KD en a une blanche et ensuite Si. parce que ça signe en fait chez les Nets derrière. L'année 2019-2020, elle est blanche pour Klay Thompson, elle est blanche pour Kevin Durant. J'étais obligé de splitter, j'ai mis KD parce que c'est le domino, c'est le premier domino. N'importe quoi. Et donc, je l'ai mis en 1. Toi, t'as mis Derrick Rose en 1, c'est ça? Ouais. Bien sûr. Non, mais bien sûr, je comprends. Bah, moi, je l'ai en 2. Hein. Je l'ai en 2 parce que bon. Bah en fait, pour passer Voilà, Derrick Rose, pour passer Derrick t'es Rose, obligé j'ai de mis les mettre 2 futurs Hall of Famer. First Qui font ballot, des années blanches. 0 discussion en finale NBA. Alors que là, on parle d'un Derrick Rose qui est 2 chez toi, 1 chez moi, sur un ligament croisé de premier tour de playoff. C'est normal, t'as le plus jeune MVP de l'histoire, sa carrière, il s'en remet jamais. Il s'en est jamais remis. Je pense que des gens ont Il s'en est jamais remis. Et tout à fait. Je C'est pense ça qui que est fou. des gens ont vu le titre de cette vidéo et ils ont dit ça. Ouais. Ça, parlons de Derrick Rose, D-Rose, c'est Derrick. C'est-à-dire quoi, moi je pense qu'honnêtement ça va aller chercher parce que
plus jeune MVP de l'histoire. Les Bulls sont en train de se faire une construction de ma boule avec Joakim Noah, Carlos Boozer, Lou Holding, Tom Thibodeau, il y a etc. rien quoi, il y a rien, donc on est sur un énorme, on est sur un what if total de ma boule, tout à fait. Mais c'est pour ça que j'ai réussi à mettre Clay et KD devant, mais t'as raison, il m'a fallu Clay et KD. Et en fait, ça ressemble à quoi l'histoire de En fait, en gros, ça ressemble à quoi l'histoire de l'NBA si les Warriors ont 3 bagues au lieu de 2, évidemment avec toutes les implications que ça a, ou est-ce que les Bulls de Derrick Rose ont une bague? Bah oui, mais ils sont beaucoup plus loin d'avoir une bague que les Warriors d'avoir le sweep-it. Ouais, tout à fait. Beaucoup mais plus loin. Donc on se demande. Et c'est pour ça que c'est podium inévitable. Je sais même faut pas s'ils auraient une bague avec Derrick Rose à fond. On sait pas. Mais exactement. Je suis pas sûr, parce qu'il y a le Heat, on ne sait pas. Il y a le Brand Prime. Il y a les Spurs. On ne sait pas. On sait pas. On sait pas. Il y a les Celtics qui sont encore là. Par contre, ce qu'on sait, c'est que toi et moi, on fait des tops all time. Il n'y a pas Derrick Rose. Bah oui, bien sûr. Mais par contre, au moment où il y a la blessure, il est sur une voie. En fait, le vrai impact, il est bien plus sur la carrière en elle-même de Derrick Rose que sur l'histoire de bague des Bulls. Des bagues des Bulls, ça aurait fait la carrière de Derrick Rose, mais ce que je veux dire par là, c'est que au-delà même des histoires de bagues pour Derrick Rose avec les Bulls, il y a le côté genre derrière cette blessure, Derrick Rose, joueur extraordinaire, athlétiquement, QI basket, capacité à scorer, enfin énormément de choses, meneur assez fou qui a marqué des générations entières. Au-delà du côté spectaculaire, il y a eu plein de choses et tout. Il s'en remettra pas. Sa carrière globale ne s'en remettra pas. Il ne retrouvera jamais le niveau. C'est pour ça que KD et Clay, ça va, ils reviennent. Hein. Alors Clay avec des limitations, KD a un niveau extraordinaire. C'est un malade, mais c'est parce que c'est un malade. Mais Derrick, jamais en fait. Non, jamais. À partir de ce moment-là, drive sur Spencer Hawes, c'est terminé. Physiquement et mentalement, il s'en est jamais arrivé. En fait, parce qu'il n'y a pas que le physique, c'est aussi lié au mental. Évidemment. Physiquement et mentalement, Derrick Rose ne s'en est jamais revu. Derrière, il y a eu des très belles choses. Mais même les fans ne s'en sont jamais remis. Il y a eu des matchs trop clutch de Derrick Rose en revenant de blessure. Il a même mis 50 points avec les Minnesota Timberwolves et des dreadlocks et tout. Enfin bref, il a fait des trucs super dans sa carrière, mais c'est juste des trucs super. Mais je te jure que les fans ne s'en sont pas remis non plus, hein, parce que oui, c'est de la supposition. On ne sait pas s'ils auraient gagné des bacs. Il y a Prime LeBron, il y a les Heatles avec Spoelstra, Riley qui font des travail. Si les gens viennent me dire t'es fou, ils auraient jamais eu de bac. Franchement, je peux être d'accord. Je peux être tout à fait d'accord. Mais je peux aussi te dire, tu sais que si ça se trouve, la carrière de LeBron avec le Heat, c'est pas du tout la même. Oui. On peut dire, si ça se trouve, t'aurais eu d'autres galères. Ça aurait été compliqué. Si ça se trouve, Derrick Rose, on est en train de se dire, attends Alex, on va faire le classement des meneurs. Du coup, c'est au-dessus ou en dessous de Stockton? On va arrêter doucement quand même, parce que là, on est loin. Ben oui. Non mais on est loin, il aurait fallu il aurait fallu une longue carrière, mais on aurait eu quand même un mec MVP à 22 piges. En fait, elle est symbolique, exactement. Mais l'année prochaine, Wemby MVP. Voilà. Elle est plus symbolique avec 60 victoires. Elle est plus symbolique de par ce qu'elle représente par rapport aux joueurs que derrière, pour trouver des résultats ou des résultats non effectués, il faut faire des what-if très longs, quoi. Je veux dire par là, c'est pas des blessures en finale NBA ou quoi. On est au premier tour de playoff, au premier match. Putain, c'est d'une tristesse absolue. Moi, je trouve que c'est plutôt la tristesse de cette blessure, bien sûr, plus que le vrai what if qui fait qu'elle est très haute. Et en fait, tu peux pas dissocier forcément l'un de l'autre, parce que l'année précédente, ils sont en finale de conf face aux Heat. Ah oui, non, mais attends, donc bien en fait, sûr. Si c'était une blessure où on s'est dit, le mec, t'en souviens, ils ont été au premier tour, et l'année suivante au premier tour, ils se reblessent. Mais les mecs, ils sont à 60 wins. En finale de conférence. Bien sûr qu'ils sont là, mais je pense qu'ils auraient passé le tour, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais... Et en fait, Chicago s'en est jamais remis. Chicago, ils ont essayé de faire des trucs, ils ont tâté le terrain, ils ont essayé avec Jimmy Butler, ils ont essayé avec Pau Gasol, ils ont essayé avec plein de trucs. Ils se sont dit, attends, et pendant des années, on a eu des va-t-il revenir? Là, il était représenté avec Joakim Noah, ils ont fêté encore. On va fêter tous les 15, 20, 35 ans, on va fêter la saison de 2011 de Derrick Rose. Pour toujours. En se disant, mais qu'est-ce qui serait passé? Ouais, le what if est fou. Mais l'hypothèse est longue. C'est ça. Faut beaucoup d'étapes. Moi j'ai Derrick Rose, toi tu as un petit combo entre KD et Clay. Allez, on met tout le monde dans Game 5, Game 6. C'est Game 5, Game 6 des mêmes finales quand même. À voir si vous parlez évidemment du mollet, évidemment, qui a eu la série, 2 séries précédentes face aux Rockets. On va monter le gros tableau? Allez. Le gros tableau made by Léonce avec donc le classement des blessures qui changent l'histoire de la NBA. Qui vous avez mis, vous, dans votre top 10? Et y a-t-il eu des mentions comme par exemple Ralph Sampson, que j'aurais pu mentionner aussi, lorsque les Rockets sortent de finale NBA en 86. Derrière Ralph Sampson, il n'y a plus rien, et puis les Rockets, c'est un peu compliqué. Non mais attends, mais moi j'ai pas parlé de James Worthy. Ah oui, en 80, il y a une année, en 83, il se blesse à 2 semaines des playoffs.
Ils sont en course pour le back-to-back. Hein. Chez Andrew Bogut qui se blesse et derrière Mark Jackson se fait virer, ça donne place à Steve Kerr. Bien évidemment, j'ai pas mis dans mes 10 parce que encore pire que Derrick Rose, le what if est encore plus long, les hypothèses sont avec encore plus d'étapes et puis je pense pas que ça allait au bout ou quoi. C'est Brandon Roy, moi je l'ai pas mis. Tabby Roy, je l'ai pas mis, voilà, ça m'a traumatisé, mais je dois être réaliste. Qu'est-ce qu'ils auraient vraiment fait les Blazers de Brandon Roy? Il faut pas non plus exagérer. Est-ce que la cheville en Y de Gordon Hayward aurait pas empêché les Celtics d'aller très très loin avec cette très très grosse équipe? Est-ce que Sean Livingston aurait été un top 10 meneur all-time si s'était pas fracassé le genou? J'ai pas mis le Stoud. Ah non, ça va, il s'en est sorti au final. Ouais, mais il s'en est sorti au final. La saison où il joue pas, la 2005-6, ah ouais. Ça va en finale de conf sans lui. Hein. En finale de conf sans lui, je pense qu'il y a quelqu'un à ma droite qui aurait fait beaucoup moins le malin. Ah non, c'est les Mavs en finale de conf cette année-là. C'est Boris Dio qui auraient fait beaucoup moins le malin, les Mavs. Ouais. Ah ouais, le Stoud de 2006, j'avais un somme. Une taille comme ça, je le dis direct. Le mec n'a pas joué de la saison. C'est sûr. Dites-nous qui vous avez dans vos 10. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on va vous souhaiter une bonne semaine. Ne vous blessez pas, faites attention évidemment. On se retrouve ce jeudi au Décathlon de Montreuil pour une belle séance de dédicace entre 17h et 19h. On vous fait des gros bisous, faites attention. Et à lundi prochain pour un nouveau Top 10 actuel. Des bisous, ciao.